Salut les amis, désolé pour mon retard. 10h03, comment ça va? Ouh, comment allez-vous? Ça va, je suis pas si en retard que ça. Comment ça va tout le monde? Salut à tous. Ce matin, on va passer une bonne matinée, vous allez voir. Ça va être vraiment top. J'ai hâte que ça commence, mais ça a déjà commencé. Ok, hop. Alors, je fais des petits trucs vite fait. Et je reviens. Alors, vous savez quoi? Hop, non, c'est bon. Voilà. Ok. Je vais refaire l'intro, etc. en bonne et due forme dans à peu près une minute parce que je suis très en retard et j'ai pas ouvert mes fiches. Voilà, donc ce matin on doit parler de ça. C'est bon, ça c'est ouvert. Ok. Ensuite celui-ci. Ça je connais l'histoire par cœur donc même pas besoin d'ouvrir ma fiche. Bon allez, je vais l'ouvrir quand même. Voilà. Ok. J'arrive. Il n'y a pas de chapeau aujourd'hui, Sophie, parce que il fait moche. Le ciel est gris, ça me déprime. Non, il y a des nuages. Je deviens trop exigeant avec le soleil, et le soleil est caché derrière les nuages. Alors attendez, j'arrive, je suis à vous dans tout de suite, là, maintenant. Ok, top, c'est parti, on la refait. Salut les amis, comment ça va, comment il est? Julien pour vous servir, aujourd'hui on est jeudi, c'est le 2 juin 2022, on est déjà au mois de juin, j'avais même pas fait gaffe. Il est 10h04, jeudi 2 juin 2022, 5 minutes de retard ce matin, voilà, mais on y va, on attaque. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On s'excuse encore une fois pour ceux qui suivent nos live danse, hier soir on n'était pas là avec Bibou. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, on essaiera de se rattraper. On essaiera de se rattraper et je vous l'ai dit dans les vlogs, cet été on va peut-être faire des petits lives avec Bibou cet été, mais je vais pas vous le dire aujourd'hui sinon on va perdre trop de temps. Mais voilà, on va faire des petits trucs quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Salut à tous ceux qui sont là ce matin. Alors, ce matin, vous allez voir qu'on va faire des petits sujets. Donc, j'ai mis dans le titre des sujets un peu croustillants. Salut à toi, Malena Nalé. Tu commandes pas souvent. Salut à toi. Et Sophie34 est là. Tiens, bah, ça fait plaisir parce que d'habitude, t'es pas là, toi, sur ces lives-là. T'es là que sur la danse, normalement. On va parler de la fête des mères ce matin. Et de la fête des pères et de la fête des parents. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez des enfants à l'école, que certaines écoles ne font plus de cadeaux pour la fête des mères ni pour la fête des pères. Ils font des cadeaux pour la fête des parents, mais pas toutes les écoles. Et il y a aussi certaines écoles qui utilisent le terme fête des gens qu'on aime. Voilà. Euh, il se pourrait que ça devienne un jour officiel. Voilà. Il se pourrait que officiellement il n'y ait plus de fête des mères et il n'y ait plus de fête des pères. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça et ce sujet, moi, comment dire? Pas m'énerve un petit peu, mais attention. On va parler de ça et je sais pas s'il y aura des gens de mon avis, du coup, parce que j'ai l'impression d'être un peu en marge de l'avis général de la population. Donc on va en parler. Ok, deuxième gros sujet, on va parler des Français. Est-ce que les Français sont devenus fainéants, selon vous? Il y a plus de 300 ou 350 000 postes à pourvoir dans la restauration, que ce soit au service ou en cuisine. Et les restaurants n'arrivent pas à recruter alors qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de travailler. Est-ce que les Français sont devenus fainéants? Il y a un grand chef, Alain Fontaine, qui assume ses dires et qui a dit je cite, qu'on va vraiment avoir besoin de gens issus de l'immigration. Donc, en France, ce grand chef souhaite qu'on puisse recruter dans la restauration des immigrés
comme ça peut se faire beaucoup en Grande-Bretagne par exemple. Et il dit, je cite, que voilà, en Grande-Bretagne, si vous allez dans les restaurants, vous serez à 99% du temps servi par des étrangers. Très peu d'Anglais travaillent dans la restauration, et donc lui, il suppose et il demande à ce que ça soit possible en France, voilà. Donc, immigré, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs types d'immigrés. Il y a des immigrés qui sont en France de façon totalement légale, les étudiants immigrés, les immigrés... Enfin, l'immigration, c'est pas que des clandestins. Donc, est-ce que quand il a voulu dire ça, il a voulu dire voilà, qu'on devrait avoir aussi la possibilité d'embaucher ceux qui sont rentrés illégalement, clandestinement dans le pays, pour les faire travailler dans nos restaurants? On va parler de tout ça, ça amène plein de sujets, mais le sujet central, c'est est-ce que le français est feignant? Est-ce que la restauration, ça va devenir l'agriculture française? À savoir que l'agriculture française, vous le savez, les agriculteurs sont français, mais les gens qui travaillent dans les champs ne le sont pas. Voilà, hein, les gens qui récoltent ne sont pas français. Les vendanges, il y a encore des Français qui travaillent dans les vendanges, mais c'est peut-être plus juste pour le kiff de dire j'ai fait les vendanges. Mais il y a de moins en moins de Français qui travaillent dans les champs. Est-ce que nos restaurants, ça va être pareil aussi? Est-ce que du coup, dans nos restaurants, il y aura de moins en moins de Français qui travailleront dans nos restaurants? On va se poser la question ce matin. Je le rappelle que voilà, en Grande-Bretagne, c'est le cas, il y a très peu d'Anglais qui travaillent dans les cuisines des restaurants et au service. Un autre thème que j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de vous raconter l'histoire, de revenir avec vous, si vous ne l'avez pas suivi, sur cette fameuse affaire Assu 2000, Jacques Boutier, PDG, ancien PDG d'Assu 2000, fondateur d'Assu 2000, Assu 2000, grande société d'assurance que vous connaissez si vous regardez la télévision. Denis Brognard était l'égérie d'Assu 2000. Assu 2000, l'assurance pour tous. Jacques Boutier, fondateur et PDG, encore jusqu'à la semaine dernière d'Assu 2000, a été incarcéré pour séquestration et viol sur mineur en série. Sa femme était complice. Il est séquestré des femmes pendant plusieurs années au sein de son domicile. Il les prostituait. C'est incroyable. Cette affaire, quand elle est sortie, oh my god, tu te dis, mais ce que tu vois dans les films, ça existe vraiment, quoi. C'est un truc de fou. Alors, il n'a pas encore été incarcéré, je dis des bêtises. Évidemment, l'affaire est en cours de... l'enquête est en cours, etc. Mais cette affaire est folle. Donc on va revenir là-dessus aussi. Mais on commence par... Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par le sujet léger de la fête des mères? Voilà, on va commencer par la fête des mères. Allez, alors, je vous lis. Tac, 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 tac. Malena Nalé qui nous dit « Ça fait très longtemps que je suis pas venue, mais en général, je travaille la journée, je suis assistante maternelle. Mais là, tout le monde est à la sieste, j'en profite. Eh ben, je te remercie. Profite de la sieste. Salut à toi, Lolita. Et Bibou, c'est pareil, là, les petits sont à la sieste, donc elle en profite pour... Là, elle va faire son petit travail... C'est vrai que les asthmates, quand il y a la sieste, vous pouvez en profiter pour vous avancer sur d'autres choses, ou pour regarder des lives sur Twitch, et ça fait plaisir. Alors... Aksubu nous dit « Je trouve très bien la fête des parents. Là, 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 là. On va peut-être te faire changer d'avis, nous dit Tahiti. Sophie qui dit « Je crois qu'il y a une nouvelle loi qui ouvre le droit aux ascédiques que si on travaille... Sophie, de quoi tu parles, toi? Ah, mais tu me parles d'un truc peut-être de mardi dernier, toi. Alors, perso, pour la fête des mères, ma fille a fabriqué un petit truc à l'école et mon mari m'a acheté un bouquet de fleurs. Ce qui m'a fait le plus plaisir et le plus chaud au cœur, c'est le petit cadeau fabriqué par ma fille, nous dit Sabrina, etc., etc., etc. Salut à tous ceux qui arrivent. Donc, je vous rappelle pour les retardataires, 3 grands thèmes aujourd'hui, et on va commencer par la fête des mères et la fête des pères. Est-ce que la fête des mères et la fête des pères vont être amenées à disparaître officiellement? J'insiste bien là-dessus, parce que je vous le rappelle que dans plein d'écoles maintenant, la fête des mères et la fête des pères ne se fêtent plus. Les enfants ne reviennent plus à la maison avec un cadeau pour maman et avec un cadeau pour papa. Dans plein d'écoles, pas dans toutes, hein. Il y en a encore qui font la fête des mères et la fête des pères, mais il y a aussi plein d'écoles qui font ce qu'on appelle la fête des parents ou la fête des gens qu'on aime. Parce que
ces écoles-là partent du principe que bah il y a des enfants qui n'ont pas de maman, parce que leur maman est peut-être décédée, ou parce que ils sont adoptés, parce qu'ils sont en famille d'accueil. Il y a des familles monoparentales, il y a des gens qui sont séparés, qui s'entendent plus avec le papa ou avec la maman. Il y a des enfants qui sont dans des situations très compliquées, où ils ont encore une maman, mais voilà, leur maman est en prison parce que... pour X raisons, hein, voilà, il y a des enfants qui ont des vies très difficiles, et il y a des parents qui sont des très mauvais parents. Voilà, alcool, drogue, euh, euh, ah, abus, mince, j'ai pas le mot là. Bref, les enfants battus, violence sur mineurs, enfin sur leurs enfants, etc. Bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des écoles qui ont même pas attendu quoi que ce soit. Ils se sont dit, on va arrêter avec la fête des mères et la fête des pères, parce que bah, y a des enfants qui se sentaient mis à l'écart, en disant, bah moi, j'ai plus ma maman, ou qui se sentaient mal à l'aise, parce que peut-être qu'ils ont une maman qui est là, mais sans être là. Parce que voilà, elle va être bah, en prison. Il y a des mamans ou des papas qui sont aussi en hôpital psychiatrique, qui ont des graves maladies mentales, donc qui sont pas aptes à faire leur rôle, etc., etc., etc. Il y a aussi évidemment les couples homosexuels, donc deux mamans, deux papas, etc. Donc au fur et à mesure, voilà, certaines écoles se sont adaptées, ils ont dit bon, on arrête avec ça et on fait la fête des parents. Bon, ou la fête des gens qu'on aime, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de parents, bah, les jeunes qui vont être en famille d'accueil, leurs parents biologiques, bah, peut-être qu'ils sont décédés, ou peut-être qu'ils sont pas décédés, mais c'est pas les meilleurs parents du monde, donc ils les considèrent peut-être plus comme leurs parents. Mais en même temps, la famille d'accueil chez qui ils sont, bah, c'est pas vraiment leurs parents, donc voilà. Fête des parents, il y en a qui disent aussi c'est pas terrible. Donc, allez, on va faire la fête des gens qu'on aime. Bon, moi j'ai envie de vous dire, c'est super tout ça, mais jusqu'à où on va aller? Donc, moi je vais vous dire mon avis perso. Pour moi, la fête des mères et la fête des pères doit rester. Je suis contre la fête des parents et je suis contre la fête des gens qu'on aime. Je vous donne mon avis et après je vous lis. Ok? Donc, soyez pas trop actifs sur le chat. Je vous donne mon avis et après vous balancez vos coms, ok? Pourquoi je vous dis que je suis contre ça? Parce que déjà la fête des gens qu'on aime, c'est la fête des gens qu'on aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on partait de la fête des mères et de la fête des pères et on passe à la fête des gens qu'on aime. Donc la fête des gens qu'on aime, c'est parce qu'on part du principe qu'il y a certains enfants qui n'ont plus leurs parents. Euh, Ok, donc la fête des gens qu'on aime, ça va être qui? Ça va être bah, cette dame me garde, donc voilà, c'est elle que j'aime, je veux lui faire un cadeau. Oui, bah ok, bon, pourquoi pas. C'est avec ma mamie que je passe le plus de temps, parce que mes parents sont pas disponibles, ils travaillent trop, donc ils me laissent tout le temps chez mamie. Bon ben voilà, la fête des gens qu'on aime, tiens, allez, je fais un cadeau pour mamie. Donc on va maintenant partir du principe que les parents, pour la majorité des enfants, cette cellule parentale n'existe plus. Et moi, c'est ça qui me rend triste, parce que la majorité des gens ont une cellule parentale avec papa, maman. Tu vois ce que je veux dire? Et donc de dire, on fait la fête des parents parce que il y en a qui n'ont plus leur maman. Je disais justement, il y avait un pédopsychiatre qui était de mon avis, ça m'a fait plaisir, qui disait c'est super la fête des parents, ok, mais même si on n'a plus de maman, parce que notre maman est décédée, on peut quand même faire la fête des mères. On peut quand même avoir une pensée pour sa maman, même si elle n'est plus là. Moi, je sais que ma mère, quand sa maman est décédée, elle pense à sa maman, très souvent elle va penser à sa maman le jour de l'anniversaire de sa maman, elle va penser à sa maman malheureusement le jour du décès de sa maman, tu peux penser à ta maman aussi le jour de la fête des mères. Voilà, quand tu vois qu'il y a des gens qui fêtent leur maman, qui embrassent leur maman, tu peux aussi toi penser à la tienne, même si elle n'est plus avec toi. Et ce pédopsychiatre expliquait aussi que même si un enfant est adopté, non, adopté c'est pas le bon exemple, même si un enfant n'a plus sa maman pour X raisons, il faut pas oublier qu'un enfant est forcément issu
d'un homme et d'une femme, forcément. Donc il y a toujours une maman qui est là, il y a toujours un papa qui est là, etc. Le cas des familles homosexuelles est un peu particulier, effectivement, parce que quand il y a deux mamans, moi j'aimerais bien, là, ce matin, ce serait vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a des abonnés qui nous regardent, qui sont gays, lesbiennes. S'il y a des lesbiennes qui sont là et qui sont mamans, ce serait vraiment intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que deux lesbiennes qui ont des enfants vont quand même éduquer leur enfant en leur disant, ben voilà, tu es issu, tu as entre guillemets, un père biologique. C'est pas ton papa dans le sens où c'est pas lui qui t'a élevé, tu n'as pas à lui devoir quelconque amour ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que de se dire, ben, quand même, dans l'histoire, l'être humain pour être créé, c'est gamète homme, gamète femme, tu vois ce que je veux dire? Et donc si on commence dans les écoles même à dire aux enfants, vous savez, on va faire la fête des gens qu'on aime, on va arrêter de parler de papa, de maman, ou même de parents, moi je trouve que que ça déconstruit un peu l'enfant, et que du coup l'enfant va plus avoir vraiment de repères. Il va se dire, bon ok, ok, d'accord, la fête des gens qu'on aime, bah vas-y, ouais, je vais faire un cadeau pour Papy Martin. Enfin, je sais pas, moi, ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait plus de cadeaux pour la fête des mères et qu'il n'y ait plus de cadeaux pour la fête des pères. Ça me perturbe énormément, vraiment. Et je sais que je côtoie, par exemple, une dame qui fait famille d'accueil. Donc, c'est pas la maman des enfants qu'elle a en accueil. Mais ces enfants-là, quand c'est la fête des mères, ils font un cadeau à leur maman biologique, chez qui ils ne vivent plus, en partant du principe qu'ils s'entendent encore bien avec elle. Mais des fois, il y a des enfants qui sont placés en foyer, ça faut le savoir aussi. Moi, j'ai beaucoup discuté avec cette dame-là. Il y a des enfants qui sont placés en foyer, c'est pas forcément que les parents sont de mauvais parents, hein. Ça faut le savoir aussi. C'est juste que des fois, les parents vont financièrement pas pouvoir financièrement, ils peuvent pas supporter leur enfant pendant un certain temps, donc le juge aux affaires familiales va décider de placer les enfants pour un temps donné, voilà, X. Souvent on pense que les enfants qui sont placés en famille d'accueil, c'est parce que les parents sont drogués, ou violents, ou alcooliques, ou mentalement instables. Des fois non, des fois c'est juste des parents qui peuvent être perdus, qui eux-mêmes des fois appellent à l'aide, et disent là, je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, et donc le temps que ses parents remontent un peu la pente, etc., que ce soit financièrement, socialement parlant, voilà, retrouver un logement plus décent, un travail, etc. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais voilà, hein, des fois, il y a des enfants, il faut le savoir, qui sont placés en famille d'accueil. C'est pas du tout parce que les parents s'entendent pas avec leurs enfants ou inversement, il faut le savoir. Mais donc, cette dame, elle me disait que quand il y avait la fête des mères, ben, les enfants, ils faisaient un cadeau pour leur maman, leur vraie maman, mais qu'elle-même aussi, avait un petit quelque chose. Elle n'était pas la maman, mais voilà, elle avait un petit quelque chose, tu vois. Et, euh, et donc, c'est vrai que l'enfant peut se représenter sa maman comme étant un peu n'importe qui, hein. Il y a des gens, leur vraie maman, ils considèrent que leur maman, c'est leur tati, ou leur mamie, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est d'enlever ce terme fête des mères et fête des pères. On a tous quelqu'un à qui on va donner ce rôle de maman, de papa, tu vois ce que je veux dire? Euh, et de dire la fête des gens qu'on aime, dans ce cas-là, ça fait qu'on fait... Je sais, moi, ça me dérange énormément, vraiment. J'ai grandi avec ces cadeaux de fête des mères et de fête des pères, et là, il n'y a plus rien. Même il y a des écoles où il n'y a même pas la fête des parents, hein. Et vraiment, il y a des écoles où il n'y a rien du tout. Le mois de mai, le mois de juin, il n'y a rien. Rien. Et ça me dérange énormément. Il y a Célia qui nous dit, c'est bon, je vous lis. Je suis un peu vieille France, mais pour moi, je suis contre la disparition de la fête des mères et des pères. Mais je suis comme de ton avis. Je me faisais une joie de recevoir mon premier cadeau de fête des mères cette année, mais mon petit à l'école s'est supprimé à cause des genres. Voilà, ça c'est pareil aussi, Célia, c'est les genres. Maintenant, on veut plus rien genrer, donc bientôt, voilà, bientôt il y aura plus de femmes, il y aura plus d'hommes, il y aura juste des êtres humains, voilà, et maintenant on est dans une tendance où on est tous non-binaires, et moi ça me dérange énormément. Et je comprends Célia, c'est-à-dire que t'es maman pour la première fois, t'es papa pour la première fois. Moi j'ai jamais eu un cadeau de fête des mères, de fête des pères. Elena, elle a fait 3 écoles différentes. On n'a pas eu un cadeau. Tu vois ce que je veux dire?
On n'a même pas eu un cadeau pour la fête des parents, hein. Parce que je vous le redis, hein, certaines écoles s'adaptent et font une fête des parents, mais il y a certaines écoles qui font rien du tout. Il n'y a même plus rien. Parce qu'ils partent du principe que, mais non, mais il y a des enfants, ils ont même pas de parents. Tu vois? Mais non, mais et les enfants, ils ont bien des gens chez qui ils vivent. Ils peuvent faire des cadeaux pour ces gens-là. Et s'ils n'ont pas de parents et qu'ils n'ont pas envie de faire de cadeaux pour ces gens-là, les instituteurs peuvent aussi apprendre aux enfants à se dire, ben voilà, quelle est la personne que tu aimes le plus? Ben moi, c'est mamie. Et ben fais un cadeau pour mamie. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On va apprendre aux enfants Moi, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange énormément. Aksubu nous dit, je pense pas que ça doit disparaître, mais à l'école où les enfants sont jeunes, je trouve bien de dire c'est la fête des parents, du coup tu l'offres à qui tu veux. Ouais, oui. Ce qui est bien dans le terme fête des parents, c'est que ça inclut les familles homoparentales. Oui, effectivement. Effectivement, mais moi j'aimerais avoir l'avis, et donc là je vais dérouler le chat. Euh, Effectivement, oui, les familles, les familles homoparentales, donc les gays et lesbiennes, effectivement, il y a deux mamans ou deux papas. Mais je vois pas en quoi, vu qu'il y a... Tu devrais pour autant supprimer fête des mères et fête des pères. Tu peux faire la fête des mères, et l'enfant qui a donc deux mamans va dire ouvertement à la classe, et ouvertement à son institut, parce qu'il n'en a pas honte, parce qu'il a été élevé par deux femmes. Donc normalement, il a été éduqué en disant, ben voilà, toi tu as deux mamans, il y a des enfants qui ont une maman et un papa, il y a des enfants qui ont deux papas, il y a des enfants qui ont juste une maman, il y a des enfants qui ont juste une papa. La cellule familiale est différente pour tout le monde. Toi, tu as deux mamans. Et ben le jour de la fête des mères, il va être tout content cet enfant parce qu'il va être privilégié, il va pouvoir faire deux cadeaux, ou trois ou quatre, peu importe, il a deux mamans. Et le jour de la fête des pères, normalement, il va pas du tout se sentir lésé pour autant. Parce que pour la fête des mères, il a pu faire deux cadeaux pour ses deux mamans. Et la fête des pères, bah, il fait pas de cadeaux parce qu'il n'a pas de papa. Et inversement pour les enfants qui ont deux papas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, si tu fais la fête des parents, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que au lieu d'apprendre aux enfants qu'il y a plein de cellules différentes et qu'il faut accepter sa différence et que si tu n'as pas de papa, ben, c'est pas grave, je veux dire, ta cellule familiale, elle est comme ça. Si tu as deux papas, tu as deux papas. Si tu as deux mamans, tu as deux mamans. Le fait d'apprendre aux enfants à... Bah regarde tes copains, regarde la majorité de tes copains, ils ont tous un papa et une maman, et de lui apprendre en lui disant, bah tu vois, toi t'es différent, je sais, t'aimerais être comme eux. En fait, on apprend aux enfants, je trouve qu'on va dans le mauvais sens. Pour moi, l'envie est un péché, et donc de se dire, bon, bah voilà, pour ne pas discriminer, et pour ne pas mettre de côté, etc., bah on va décider d'inclure. Moi, ça me dérange. On vit dans une société où maintenant on veut inclure tout le monde dans tous les sujets de la société. Et je pense qu'au lieu de ça, on devrait inclure les gens, mais avec leurs différences et leur faire comprendre que, ben voilà, tu as deux mamans, ben, là, tu peux faire plus de cadeaux que tout le monde. Et pour la fête des pères, ben, tu n'en fais pas. Mais c'est pas grave. Tu es éduqué comme ça pour comprendre que ça sert à rien de regarder ce qui se passe à côté chez le voisin. Tu vois, on est tous différents. Dali qui dit, moi j'ai eu un cadeau de l'école de mon fils, je savais même pas que ça allait être supprimé. J'ai pas dit que ça allait être supprimé, Dali, j'ai dit que c'était peut-être c'était des propositions. Choupouflou qui dit, en général, le professeur connaît la situation de l'enfant, si pas de maman, pas de papa, ou deux papas, deux mamans, etc. Et je pense qu'il est capable d'adapter en fonction. Mais je pense aussi, Choupouflou, exactement. C'est aux enseignants d'adapter le discours, exactement. C'est pas à l'école de dire, hey, pour pas qu'on s'embête, on fait la fête des parents. Pour moi, c'est une facilité, ça. La fête des parents, c'est une facilité. Pour qu'on n'ait pas à éduquer les enfants, à apprendre à vivre avec ces différences. Donc, pour ne pas s'embêter, on va vers la facilité, on crée quelque chose qui inclut comme ça, et comme ça, on n'a même plus besoin de parler. La fête des parents. Et du coup, l'enfant, il prend même pas conscience que peut-être il est différent.
Mais des fois, c'est bien de prendre conscience qu'on est différent aussi. C'est ça qui est important. C'est important de faire comprendre aux gens que on est tous différents et que des fois, on va être lésé dans certaines situations et des fois, on va être avantagé dans d'autres. C'est la vie, c'est ça pour moi. Enfin, voilà. Il y a Malena qui dit dans ce cas qu'ils adaptent le cadeau quand le cas se présente au lieu de marquer bonne fête maman, qu'ils mettent bonne fête pour ces enfants-là. Bah oui, non mais les gens, voilà, enfin, oui, ouais, oui et non, oui. Bonne fête, je t'aime, enfin voilà, après oui. Euh, Il y a Atsubu qui dit il y a des enfants qui ont la chance d'avoir une maman et une papa, ce n'est pas le cas de tous les enfants. Oui, eh bien, oui, et je suis d'accord avec toi, Atsubu. Je suis d'accord avec toi, Atsubu. Mais apprenons-leur aussi. Apprenons-leur aussi. Il y a Sandra Noemi qui dit tu peux mettre le cadeau de fête des mères sur lorsque tes parents sont décédés, tu peux mettre le cadeau sur la tombe des parents. Et exactement, Sandra Noemi. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que quand tu as des gens qui sont décédés, papa, maman, c'est encore plus difficile. Bon, plus difficile, c'est les enfants. Mais même si en soi, la peine ne peut pas se quantifier. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre aux enfants, effectivement. Maman est plus là, tu peux aller la voir, tu peux aller lui parler. Tu peux lui mettre ton cadeau sur la tombe, bien évidemment. Voilà. Euh, Il y a Lolita qui dit oui, mais à ce moment-là, il faut aussi supprimer la fête des grands-mères, des grands-pères, etc. On ne les a pas tous non plus encore en vie. Je suis d'accord avec toi, Lolita, exactement aussi. Euh, c'est un peu comme la Saint-Valentin, c'est ringard. C'est ringard la fête des mères, tu trouves, Dali, toi? Hmm. Alors, il y a Malena qui dit je pense que c'est surtout pour les couples solo via PMA et les couples homosexuels, car il manque le papa ou la maman qui n'existera jamais. Alors ça, c'est pas vraiment vrai, justement, aussi, Malena. Et le pédopsychiatre, il expliquait bien, quand j'ai lu son petit papier, là, il expliquait bien que le papa et la maman existent toujours. On a tous un papa et une maman biologique. On n'est pas obligé de les vénérer, absolument pas, on n'est pas obligé de les fêter, non, mais juste de faire comprendre aux enfants, de leur dire effectivement, tu n'as pas de papa dans ta vie, hein, tu n'as pas de papa dans ta vie, ou tu n'as pas de maman dans ta vie, mais sache que quand même, tu as un père et une mère biologique. Voilà, si on peut différencier papa, père, etc. Tu as un géniteur, une génitrice, voilà, tu es issu d'une PMA, effectivement, tu prends l'exemple de ceux qui font, des mamans qui font des enfants seuls, tu es issu d'une PMA ou des couples homosexuels, mais sache que voilà, ben, ta mère porteuse, voilà, tu as une mère porteuse, d'expliquer aux enfants que voilà, tu as deux papas, mais c'est pas papa et papa qui t'ont fait. Ça, c'est important aussi d'expliquer aux enfants. Tu as deux mamans, mais c'est pas maman et maman qui t'ont fait. Maman et maman t'élèvent, t'aiment. On est tes deux mamans. Nous sommes tes parents. Mais il y a eu un géniteur, voilà. Juste expliquer à l'enfant ça, hein, voilà, parce que euh, c'est comme il y a certains enfants, s'ils ont un papa qui est décédé, ils vont dire moi j'ai pas de papa. Non, tu n'as plus de papa. Enfin, si, tu l'as, enfin non, tu ne l'as plus, mais bon, certains pourraient dire il est toujours là, il est avec toi, il est là, tu peux lui parler, tu peux toujours lui parler. Euh, mais quand tu as un parent décédé, de dire je n'ai pas de papa, que l'enfant dit je n'ai pas de papa ou j'ai pas de maman, bah c'est pas vraiment ça. Il en a plus, tu vois. Euh, Il y a Roulia qui dit on n'a pas besoin d'une fête pour se rappeler qu'on a perdu son père. En fait, c'est dur chaque jour. Donc vraiment pour moi, il n'y a pas de débat. C'est la mode de vouloir tout refaire en ce moment. Je suis d'accord avec toi, Roulia. C'est ça. C'est vraiment cette tendance à vouloir changer beaucoup de choses et à vouloir inclure une majorité des gens. Et je pense que des fois, en voulant trop inclure, eh ben, limite, on exclut en fait. Parce que du coup, on va inclure sans faire comprendre la différence. Et du coup, la personne va être inclue dans le groupe de façon totalement naturelle, parce que c'est comme ça, voilà. Hein. Mais elle va elle va penser qu'elle est comme les autres, et elle va même pas voir qu'il y a une différence. Et pour moi, ça, c'est gênant. C'est important d'être conscient de ces différences pour moi. Alors,
Il y a Malena qui dit, personnellement, je suis en parcours PMA solo, donc je suis un peu dans ce cas. Le donneur n'est pas le père et ne le sera jamais. Il sera le père, Manela, biologique de ton enfant. Il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un lien entre le donneur et ton enfant. Mais ton enfant, quand tu vas l'éduquer, évidemment, quand il va te poser la question, il va dire « Maman, est-ce que j'ai un papa ?» Tu vas pas lui dire « Non, tu n'as pas de papa. » Tu vas pas lui répondre « Oui, tu as un papa, Malena. » Mais j'ose espérer quand même que tu vas lui expliquer que tu as été issu d'un don, que voilà, c'est un homme. Voilà, le sperme, les gamètes masculines, c'est un homme tu n'as pas fait un enfant seul, Malena. On ne fait pas d'enfant seul. Tu vois, c'est très important pour les. Et la plupart des pédopsychiatres le disent. On ne fait pas un enfant seul. Hein, et deux mamans ne peuvent pas faire un enfant. Deux papas ne peuvent pas faire un enfant. Ça, c'est très important que les enfants aient conscience de ça. Hein, c'est très important. Taïtiju qui dit et donc tu trouves justifié de faire au final un cadeau pour ton papa ou ta maman qui n'est au final qu'un géniteur et qui t'a peut-être battu, violé ou tué ton autre parent. Mais justement, Taïtiju, tu n'as pas écouté ce que je dis. Et c'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure, c'est Lolita ou c'est Choupiflou. Justement, Choupiflou l'a dit, en général, les professeurs, les instits, ils connaissent la situation de l'enfant. Donc s'ils savent qu'il y a un enfant qui a un papa violent, alcoolique, drogué, etc., bien évidemment que l'enfant ne va pas faire de cadeau pour lui. Enfin, tu vois, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si l'enfant n'a pas de papa, pour la fête des mères, il ne fait pas de cadeau. Ou alors, il fait un cadeau et il va le redonner, pourquoi pas, à sa maman. Ou il le donne à son papy. Ou il le donne à peu importe, à un homme, à une femme. Il peut faire un cadeau. Quand on fait un cadeau pour la fête des mères, on n'est pas obligé de le donner à sa maman. Si on n'a pas de maman, on fait quand même un cadeau pour la fête des mères et on le donne à quelqu'un qu'on aime. Mais là, en faisant la fête des parents, je suis désolé, dans ce cas-là, les gens qui n'ont pas, les jeunes, les enfants qui n'ont, il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui ont une cellule familiale hyper éclatée. Ils ont leurs deux parents biologiques qui sont totalement, voilà, un qui est en prison et puis un autre qui est mort. Partons de ce principe-là, et celui qui est en prison, c'est lui qui a tué l'autre. Ok ? Ils sont en foyer, ils sont en famille d'accueil. Les enfants qui sont en foyer, en famille d'accueil, on en a, nous, dans notre école. Hein, donc, c'est un cas concret que je vous dis là. Ces jeunes-là, du coup, leurs parents, partons du principe qu'ils n'ont pas de parents, que leurs parents biologiques, ils n'ont plus envie d'avoir de relation avec eux. Les familles d'accueil avec qui ils sont, peut-être qu'ils passent de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc, ces enfants-là, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime totalement la fête des parents, alors. Dans ce cas-là, on supprime totalement. Parce que, dans la classe, il y a un enfant qui est en extrême difficulté, donc pour ne pas le mettre à l'écart, on va enlever la fête des parents, la fête des mères, la fête des pères, parce que cet enfant-là, lui, n'a aucun repère, aucun parent biologique, les familles d'accueil, il ne les considère pas comme ses parents, il n'a pas de lien avec ses grands-parents, voilà. Ben non, moi cet enfant-là, je préférais qu'on l'inclue dans la fête des mères, dans la fête des pères, qu'on lui explique que, effectivement, il a une situation beaucoup plus complexe que ses petits copains, effectivement, mais qu'il a aussi la possibilité qu'il est ici, dans la classe, à l'école, que sa vie n'est pas finie, on est là pour l'aider, c'est le rôle des instituteurs, c'est le rôle des familles d'accueil. Et moi, ça me met vraiment mal à l'aise qu'on commence à supprimer tout ça, comme l'a dit Roulia, que maintenant on remet tout en question. Il y a Sabrina qui dit « Je trouve que c'est pénaliser la majorité, tout le monde, pour quelques cas en marge. » Effectivement, Sabrina, il faut le rappeler qu'une majorité des enfants ont des cellules familiales classiques, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot classique, mais voilà. C'est vrai, faut pas le rappeler. Faut quand même le rappeler. La fête des parents, ok, je comprends pour les différents modèles de famille, mais la fête des gens qu'on aime, là, ça va trop loin, je trouve. Il y a Taïtiju qui dit, là, je suis pas d'accord, chaque enfant connaît ses élèves et est parfaitement capable de juger si faire un cadeau pour la fête des mères fait porter préjudice à l'un de ses élèves. Mais c'est justement ça qu'on te dit, Ju, depuis tout à l'heure. Après, si le prof juge effectivement... le prof peut aussi dire justement à l'enfant,
tu peux faire l'activité avec tes petits copains, et ce cadeau, tu le donnes à qui tu veux. T'es pas forcément obligé de le donner à ta maman si tu n'as pas envie. Tu vois? Voilà, c'est ça. Il y a Choupiflou qui dit, si tu as choisi d'occuper les deux rôles, tu peux prendre aussi les deux cadeaux. Et effectivement, Choupiflou, tu as raison, pour les familles homoparentales, quand il y a deux mamans, effectivement, tu as raison, Choupiflou, les mamans, elles peuvent avoir du coup 2 fois plus de cadeaux. Elles peuvent dire à leur enfant, bah écoute, pour la fête des mères, tu peux nous faire 2 cadeaux, parce que on joue le rôle des mamans et le rôle de papa en même temps. Donc tu peux nous faire 2 cadeaux, et pour la fête des pères, tu peux nous faire aussi 2 cadeaux. On est certes pas tes papas, mais voilà, on joue ce double rôle-là, on était parents, donc bah écoute-moi mon fils, tu peux dire, tu peux faire les cadeaux pour la fête des mères et pour la fête des pères et les ramener à la maison, on sera très content, on sera très contente, effectivement. Euh, alors, il y a Domiyuki qui dit je suis d'accord avec Babou et Célia. Ah, merci beaucoup. Il y a Taïtiju qui dit et franchement, c'est pas vraiment le rôle de l'école, même si ça fait plaisir, l'école n'est pas forcément que ça à faire de faire des cadeaux. Bah, Jules, moi je trouve très choquant ce que tu dis. Parce que c'est pas un cadeau que tu fais en fait. C'est une activité pédagogique que tu fais avec l'enfant. Tu fais des découpages, tu fais des collages, tu vas chercher des cailloux. Sans déconner, franchement, moi ça me rend triste à un moment donné. Je veux dire, l'école, c'est quoi maintenant? Tu vas avec les élèves, vous allez dans la cour de récréation, vous allez récupérer des cailloux, vous prenez de la peinture, vous leur faites peindre les cailloux comme ça, point barre, et vous ramenez ça à la maison. Et là, l'enfant, il ramène ça à la maison, et le parent, quand il a ça, déjà, il est super content. Enfin, il va pas le garder, mais il est aussi content de voir que le prof est impliqué dans la relation parent-enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, dans notre école, on a cette chance-là, c'est-à-dire que on sent l'implication, vraiment. On sent que c'est super important pour eux de sentir que les enfants sont bien dans leur cellule familiale. On sent qu'ils sont impliqués. On sent que quand... Voilà, c'est... Alors, c'est une petite école, là où on est, Jules. Donc, tu vas me dire, ouais, mais dans les usines, dans les grandes écoles, usines, c'est pas pareil, on n'a pas le temps pour tout le monde. Donc là, bah, c'est un sujet sociologique. Est-ce qu'on est trop nombreux dans les écoles, etc. C'est autre chose. Mais je suis désolé, c'est pas des cadeaux que tu fais quand t'es prof. C'est tu fais une activité pédagogique en expliquant à tes enfants que ben voilà, ce cadeau-là, tu vas le faire aujourd'hui et tu vas la ramener tout de suite à la maison. C'est un cadeau que tu vas faire pour ta maman, pour ton papa, voilà. Moi, je trouve un peu bizarre ce que tu viens de dire là, quand même, Ju, hein. Et on le rappelle, Tahiti Ju, elle est prof, hein. Rappelons-le. C'est pour ça qu'elle se permet de dire ça. Il y a Lolita qui dit on n'est pas obligé de supprimer ces fêtes, il faut juste que ce soit au bon vouloir de l'enfant et selon sa situation. Il fera qu'un seul cadeau, ou 2 cadeaux, ou 2 papas, 2 mamans, c'est juste une fête pour la majorité, et c'est adapté au cas par cas, car c'est la vie et c'est normal. Lolita, mais je suis entièrement d'accord avec toi, t'as tout bien résumé. Voilà, exactement. Exactement, t'as tout bien résumé. Voilà. C'est le plaisir d'offrir, nous dit Domiyuki, c'est ça, effectivement. La question, comme beaucoup de sujets nous demande Laetitia, c'est qui doit s'adapter, la majorité ou la minorité? Ouais. Mais même aller au-delà de la majorité et de la minorité, c'est juste, pour moi, c'est important de faire comprendre aux gens leurs différences. On n'est pas pareil, mais il faut vivre avec sa différence. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Et c'est comme ça dans tous les sujets. Voilà. T'as étudié qui dit moi je fais des cadeaux pour la fête. Ah ben tu fais des cadeaux toi alors. Ah bah d'accord. Moi je fais des cadeaux pour la fête des pères et pour la fête des mères. Ensuite chacun est libre de le faire ou pas. Quand j'ai un élève qui est dans une situation particulière, j'adapte. Ben alors tu vois, Jules, ben alors t'es de notre avis dans ce cas-là. Pourquoi depuis tout à l'heure tu vas à l'encontre de notre avis? Du coup t'es de notre avis. On s'adapte. Si l'enfant n'a pas de maman, on s'adapte. Il peut faire un cadeau et l'offrir à qui il veut, ou il peut ne pas faire de cadeau, mais je pense que c'est quand même mieux qu'il fasse l'activité avec tout le monde et qu'il l'offre à qui il a envie de l'offrir. Pourquoi pas l'offrir à son papa? Pour la fête des mères, il l'offre à son papa le cadeau qu'il a fait, et quand c'est la fête des pères, il lui refait un autre cadeau différent, et du coup les papas ont 2 cadeaux. Les mamans qui sont monoparentales, ils ont 2 cadeaux aussi. Tu vois? C'est juste apprendre à l'enfant à faire plaisir. C'est ça, et à apprendre à ses différences aussi. Pour moi, c'est ça.
À l'école, nous dit Célia, ma meilleure amie n'avait plus sa maman et ça ne l'embêtait pas. Elle était très contente de fabriquer quelque chose pour sa mamie. Bon, on est d'accord. Mais oui. Il y a Lolita qui dit, je comprends pas pourquoi fête des mères ou fête des pères, ça change. Quoi que ce soit, le fait de dire fête des parents, on peut faire la fête des mères 2 fois ou la fête des pères 2 fois, c'est pareil. Mais je suis d'accord avec toi, Babou. Mais oui, non, mais voilà. En fait, vous êtes une majorité en fait à être d'accord avec moi, j'ai l'impression. J'ai grandi sans papa, nous dit Choupiflou. À la fête des pères, je faisais l'activité comme tout le monde et je me l'offrais à moi-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou tu peux l'offrir à ta maman aussi. Ou tu peux aussi l'offrir à ta maman. Mais oui, non, mais clairement. Il y a Alice Nekou qui a dit salut Babou et qui a été bannie 15 secondes automatiquement. Alors là, je comprends pas pourquoi t'as été bannie, Alice. Très bizarre. T'as dit salut et t'as été bannie. Faut que je. Je comprends pas pourquoi t'as été bannie par le robot là. Très bizarre. Oui, oui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Vous êtes tous d'accord à dire qu'on se complique pour rien, qu'on veut changer plein de choses. On est tous d'accord. J'ai l'impression dans le chat là. Euh, Ah non, Alice, t'as été banni parce que t'as mis un commentaire trop long après. Moi, je vais essayer de te le lire quand même après. Euh, Et en fait, on est tous d'accord, mais j'ai l'impression que la majorité est toujours d'accord, mais que quand même on s'adapte pour changer les choses. Et surtout sur plein de sujets, hein, ça reste assez fou la France et la France est voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah, Alice, t'as parlé de la restauration, bah tu sais quoi, Alice, on va basculer sur la restauration là. Effectivement, Alice, si tu peux vite fait résumer ce que t'as dit sur la restauration après. Mais là, je continue de descendre. Alors, il y a Sophie qui dit, moi j'ai expliqué pourquoi mon papa était en prison à mes enfants et ils ne sont pas choqués. Bah ouais, non mais c'est ça Sophie, voilà, on a tous des situations de vie différentes, des fois compliquées, des fois moins compliquées. Il faut l'expliquer aux enfants. Il faut l'expliquer aux enfants. Il y a Taïtiju qui dit ouais, mais tu vas pas expliquer à un enfant de 3 ans qu'un géniteur n'est pas son père. Non, évidemment, à 3 ans, peut-être pas. Mais à 3 ans, si tu sais en tant que prof que l'enfant que tu as dans ta classe, il a juste une maman, parce que c'est une maman solo qui a fait une PMA, eh ben, j'ose espérer que tu peux, toi, en tant que prof, dire à l'enfant, bah, tu peux faire ce cadeau et tu l'offres à ta maman. Et la maman aussi, c'est à la maman aussi d'éduquer son enfant dès qu'il va rentrer à l'école. Voilà, si l'enfant rentre et que ça parle de fête des mères et de fête des pères, la maman peut lui dire, eh, franchement, tout ce que vous faites pour la fête des pères, ramène-le à la maison. Je serais très contente en tant que maman d'avoir double cadeau. Tu me fais des cadeaux pour la fête des mères, des cadeaux pour la fête des pères. Moi, mais je suis aux anges, etc. Voilà, tu le dis simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et l'enfant peut comprendre. On peut comprendre. Et il y a des enfants de 3 ans qui peuvent comprendre, tu vois. Euh, Moi, il y a des enfants de 3 ans, attention, hein, ils peuvent comprendre pas mal de choses. Hein. On croit qu'à 3 ans, ils sont. Attention, hein. Je trouve que des fois, on veut protéger les enfants, et encore, c'est pas, c'est pas ne pas les protéger, de leur expliquer leur situation familiale dès le plus jeune âge. Tu vois? C'est ce que je veux dire? Ah, on peut tout leur expliquer à tout âge. Voilà. Hein. Alors, il y a Malena qui dit donneur égale absent, papa égale présent, pour pas qu'ils s'embrouillent dans leur tête, alors que de dire père biologique, il y a le mot père. Oui, c'est vrai que le mot donneur, effectivement, je suis d'accord avec toi, Malena, dans le cas d'une PMA, pour toi, c'est ton parcours. Pour les mamans solo, effectivement, c'est peut-être mieux de dire donneur. Voilà. Effectivement, peut-être que le terme père biologique euh, pourrait les perturber, même si je pense que tu en es consciente, qu'il se pourrait que il y a toujours eu des cas où certains enfants euh, aiment savoir qui est leur père biologique, ne serait-ce que parce qu'elles ont envie de voir à quoi ils ressemblent et que mais bon là c'est un autre sujet. Mais mais après oui, je peux comprendre que tu sois plus à l'aise avec le terme de donneur, effectivement.
Euh, je trouve que dans certains cas très compliqués, extrêmes, etc., c'est important d'expliquer à l'enfant que ce n'est pas un schéma normal et qu'il pourra ensuite construire sa propre cellule familiale. Je suis d'accord avec toi, Choupiflou, c'est vrai, voilà. C'est important d'expliquer aux enfants que, bah oui, voilà, là, la situation dans laquelle elle est compliquée, c'est pas la norme, et que effectivement c'est très bien ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit Il pourra ensuite construire lui-même sa propre cellule familiale. Je suis entièrement d'accord avec toi, là, c'est vraiment bien. Euh, Moi, ce qui me gêne vraiment, nous dit Tahiti, c'est que vous considérez tous que c'est le rôle de l'école de faire un cadeau pour la fête des mères et des pères. Euh... Bah oui, je suis désolé de te le dire, mais oui. Enfin, moi, je suis désolé. C'est comme les assistantes maternelles, je suis désolé. Les assistantes maternelles qui font rien pour la fête des mères et la fête des pères, les parents, ils vont être un peu déçus. Moi, je suis désolé. C'est comme ça. C'est comme les écoles qui font pas de fête de l'école, ou les écoles qui font... je sais pas, Non, je suis désolé, c'est le rôle de l'école aussi de... L'école, elle n'est pas juste là pour apprendre à compter et à lire. L'école, elle est là pour divertir nos enfants, elle est là pour les faire rire, elle est là pour... Il faut qu'ils fassent du sport à l'école, il faut, pourquoi pas qu'ils fassent des choses super originales. Il y a des écoles, voilà, ils vont faire de la musique, ils vont faire du vélo, ils vont faire des sports. Moi, je me rappelle à La Réunion, il y avait des écoles, ils allaient faire carrément, ils allaient à la mer, ils allaient à la mer pour faire du snowcurling, là, masque tuba. Enfin, tu vois, pour moi, l'école, c'est ça. L'école, c'est pas juste d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. L'école, c'est apprendre à faire plaisir, faire des cadeaux à ses parents. C'est aussi quelque chose de super. Je veux dire, tu vois, si c'est pas l'école qui apprend aux enfants à faire des cadeaux aux parents, tu vois, c'est qui peut apprendre ça, tu vois. Je pose la question, partons du principe des familles, par exemple, monoparentales, où il y a juste une maman. Bah, du coup, ça va être Malena, quand elle aura ses enfants, elle va arriver, elle va éduquer ses enfants et elle va leur dire, bon alors les enfants, sachez que pour la fête des mères, j'aimerais bien que vous me fassiez un cadeau. Enfin non, c'est aussi à l'école des fois d'apprendre les choses, d'apprendre aux enfants, de dire, bah voilà, ça fait plaisir aux parents, c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Pour moi, c'est des notions essentielles, ça. Dans les livres, on apprend ça. On apprend le respect, la politesse, l'amour. C'est les parents, bien évidemment, ont ce rôle-là, mais l'école aussi a ce rôle-là. L'école n'est pas juste là pour apprendre à lire et à compter, tu vois. L'école, elle est là aussi pour faire rêver les enfants et pour que les enfants, pour moi, il faut qu'ils aient des étoiles dans les yeux, à faire leur petite activité, à dire ah ça c'est un cadeau que je vais donner à maman, même si c'est moche et que le cadeau de fête des mères, on va probablement le jeter ou pas. Mais voilà, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Julien, tu vois ça parce que tes enfants sont en maternelle, mais quand elles passeront en élémentaire, tu verras qu'il n'y a pas forcément le temps d'aller ramasser des cailloux dans la cour. Nous dit Tahiti Ju, mais je suis pas d'accord. Moi, j'ai ramassé des cailloux dans la cour. Je me rappelle en CE2, j'ai ramassé un caillou dans la cour et j'ai peint une souris. On a collé, etc. On a pris le temps. Je suis désolé, il y a le temps. Faut arrêter les profs de dire qu'il n'y a pas le temps, etc. Il y a le temps. Il y a le temps. Moi, je vois les instituts de primaire ici, ils font plein de choses. Ils ont un jardin, ils font du potager, ils vont faire des sorties vélo. Moi, cet après-midi, je vais accompagner une sortie vélo, par exemple. Je vais accompagner les CM2 de mon école. De mon école. Bah oui, c'est mon école. Mes enfants, ils vont dans notre école. Je vais accompagner les CM2 de notre école. Il n'y a même pas mes enfants dans la sortie. Je vais les accompagner. Ils vont faire une sortie vélo. Je veux dire, tu vois, dans quelle école tu as le temps d'apprendre ça? Alors, on a de la chance, c'est une petite école. Mais voilà, tu as le temps de prendre 1 heure pour dire aux enfants, là, pendant 1 heure, les enfants, pas de stylo, pas de gomme, pas de cahier. On va se détendre. Vous allez dans la cour, vous cherchez votre plus beau caillou. C'est votre mission. Ensuite, vous revenez, on va le peindre, on va faire une souris. Moi, j'avais 7 ans en CE2, 8 ans, je sais plus. J'étais super content de faire ça. Et je me rappelle que la souris que j'avais fait, mes parents, ils l'ont gardée. Elle était dans le jardin, posée là. C'était une décoration de jardin. Et voilà, franchement. Et c'était super. C'est une activité pédagogique. Et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose, tu fais le jour presque pour le jour. Et l'enfant, il est content, tu vois, de ramener ça. Alors,
Il y a Malena qui dit: je crois que tout le monde ici est d'accord avec toi dans le sens où il doit y avoir une adaptation de l'activité en fonction de la famille, nous dit Malena. Merci à toi pour ce commentaire et merci à toi d'être là ce matin parce que tu dis plein de choses intéressantes. Comme si on découvrait aujourd'hui que tous les enfants n'ont pas la même situation. Ça a toujours existé, on ne s'est jamais posé la question avant. Les enfants sont beaucoup plus adaptables et simples que les adultes. Mais exactement, Lolita. Les adultes se prennent la tête à vouloir préserver les enfants. Les enfants, ils s'adaptent, ils changent, ils déménagent. Nous, on a déménagé 4 fois depuis qu'elle est née. Non, je dis des bêtises, 3 fois. Elle a fait 3 écoles, mais sans problème. Sans problème. Et c'est ça. Tu vois, c'est vrai. Il y a Domiyuki qui dit: tu pourrais parler en mon nom et je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. euh, Il y a Sophie qui dit: je trouve qu'à l'école primaire, ils n'ont pas vraiment le temps, ils sont là pour apprendre. C'est faux, l'école primaire n'est pas là juste pour apprendre des choses, je vous le répète. Et le collège, c'est pareil, on va pas au collège ou au lycée que pour apprendre. On y va aussi pour rire, pour se divertir, pour faire des activités, le sport, la musique, les arts plastiques. On fait des choses. Quand on était au collège, il y avait une matière qui s'appelait la technologie, où on manipulait des outils, où on manipulait l'ordinateur, etc. Je ne sais même plus si ça existe toujours. En primaire, on peut faire plein de choses. En primaire, on peut faire plein de choses. On a une année entière, les gars. Une année entière. Vraiment. On a le temps. On a le temps. Hein, on a le temps. Si on veut prendre le temps, on peut le faire. Alors. Mais effectivement, tu as étudié, c'est pas une obligation, c'est une liberté pédagogique de chacun. T'as raison. T'as raison. C'est la liberté pédagogique de chaque prof. Mais en même temps, moi, je préfère quand les profs font l'effort de faire ce petit cadeau, quoi. Et dire, je préfère. Je préfère. Et maintenant, sous couvert de, il y a des enfants qui n'ont pas de maman et des enfants qui n'ont pas de parents, et ben, on fait rien. Voilà. Et maintenant, on fait rien. Et moi, ça me rend triste. Il y a Angel qui dit: ça apprend la confiance en soi, le partage, la bienveillance. Exactement, Angel. Mais oui, exactement. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et de faire des activités pédagogiques dans le cadre de la fête des mères et de la fête des pères. Là, l'intérêt, c'est quoi? C'est justement le plaisir d'offrir. Les enfants font des activités pédagogiques tout le temps, toute l'année. Mais là, de cibler, de dire, ça, tu vas vraiment le faire pour faire plaisir à ta maman, à ton papa, à tes parents, à qui tu veux. Là, il va être encore plus content. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'école, ils font plein de trucs, mais c'est pas dans le sens où tu vas offrir ça à quelqu'un. Non, c'est dans le sens, bah, tu vas apprendre à couper des bandes, à faire ci, à décorer, à faire ci, à faire ça. Mais le fait d'offrir, et comme l'a dit Angel, la bienveillance, le partage, la confiance en soi aussi, parce qu'offrir un cadeau, c'est des fois, il faut oser offrir un cadeau, tu vois. Euh, c'est des choses que l'école peut apprendre aux enfants aussi. Les parents, bien évidemment, ont leur rôle. Hein. Attention, j'ai jamais dit que c'était à l'école de tout faire. Mais pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Voilà. Alors. Alors, il y a Aksubu, elle, qui fait pas du tout de cadeaux, apparemment. Elle nous dit: ben moi, déjà, je suis pas fan de ces fêtes, donc c'est un avis perso. Ensuite, pour la fête des mères, par exemple, ça s'est déjà passé très bien. Ça s'est passé très bien. Les papas font une activité avec leur enfant pour offrir à leur maman et ils ont passé un très bon moment. Si un enfant me dit qu'il veut faire un cadeau pour sa maman, je lui sors une feuille et des ciseaux, mais c'est pas moi qui est à l'origine du cadeau. Mais justement, Aksubu, c'est ça qui m'embête. C'est que j'aimerais. Lorsque les instits, les profs sont à l'origine des cadeaux et que tous les enfants font le même cadeau, moi je trouve ça beau, parce qu'ils sont tous dans un projet commun, on fait tous la même chose, l'idée elle vient du professeur. J'ai l'impression que maintenant les professeurs, il y en a certains, ils se détachent comme ça et voilà, oh non, non, c'est bon, hein, non, enfin, moi j'aime bien aussi vraiment que ça s'implique dans le fait on va faire plaisir aux parents. On est tous ensemble, nos enfants, ils côtoient les parents, l'école, on est tous ensemble. Et moi j'aime bien que ce lien-là entre les parents et les enfants, et les profs aussi, tu vois. Mais voilà. Zu qui dit: balancez vos idées cadeaux pour l'école parce que c'est une sacrée prise de tête. Il y a Sabrina qui dit surtout que n'oublions pas que la fête des mères et la fête des pères tombent en fin d'année scolaire. Donc je vois pas vraiment le problème de prendre le temps pour faire quelque chose. Et puis ça permet de changer de la routine, d'apprendre. Exactement, Sabrina, c'est vrai. On est en fin d'année, les programmes sont presque
fini, là, tu vois. Là, on est en train de faire les rendez-vous parents-prof, les conseils de classe vont arriver. Je veux dire, on peut prendre 1 heure ou 2. Je suis désolé, à un moment donné, c'est largement possible, quoi, franchement. Enfin, franchement, voilà. Les assistantes maternelles, c'est pareil. Les assistantes maternelles qui font pas de petits cadeaux. Enfin, c'est pas compliqué. Tu fais une petite carte. Tu fais quelque chose pour les parents. Je veux dire, voilà. Ça fait plaisir. C'est juste pour faire plaisir aux gens, en fait. Je vois pas où est le mal, quoi, tu vois. Voilà. Donc, moi, j'aime pas ça, nous dit Aksubu, parce que ça induit aux enfants qu'ils sont obligés de faire l'activité. Je peux te dire, j'en vois des asthmates qui forcent à faire les activités. Des fois, déjà j'ai envie de te dire Aksubu, c'est bien aussi d'apprendre aux enfants que des fois t'es obligé de faire les choses. Après, t'es pas obligé de faire un cadeau. Et je suis d'accord. Donc si l'enfant a pas envie de faire l'activité, il le fait pas. D'accord. Mais c'est peut-être aussi à toi de lui amener la chose en lui disant ça va faire plaisir à maman. Faut pas lui amener la chose en lui disant t'es obligé de faire un cadeau pour maman. Pas du tout. Faut juste lui dire ça va faire plaisir à maman. Parce que là aujourd'hui c'est la fête des mamans, c'est la fête des papas, c'est la fête des parents, la fête des gens qu'on aime, de ce que tu veux, peu importe le thème que tu utilises. Là, ça va lui faire vraiment plaisir, parce que qu'on le veuille ou non, je suis désolé, on attend quelque chose. C'est comme à ton anniversaire, Aksubu, je suis désolé. Si à ton anniversaire, ton enfant, il t'offre pas de cadeau, je suis désolé, ou qu'il oublie de te le souhaiter, non, enfin, tu vois, euh, ça fait plaisir, un petit quelque chose, rien. Tu vas cueillir une fleur dans le jardin, tu dis bonne fête maman, ça suffit, tu vois. Mais sauf que quand l'enfant il est tout petit, bah, peut-être que ça il peut pas avoir la présence d'esprit de le faire tout seul. C'est pour ça que l'école est là aussi pour dire bah voilà, tiens, regardez, on va faire ce petit truc super cool et quand vous allez le donner à maman, vous dites bonne fête maman. Et voilà, c'est tout les gars. Tu vois. Et maintenant, on veut faire disparaître ça. Ce qui est cool aussi de faire des cadeaux à l'école, nous dit Lolita, c'est l'effet de surprise que l'enfant ne peut pas forcément avoir en le faisant chez lui. Ah mais exactement Lolita, t'as raison. Je me rappelle enfant du sentiment de fierté, de faire plaisir, de faire une surprise, j'étais trop contente. C'est vrai Lolita, tu rentres chez toi avec un truc qu'effectivement tes parents n'ont pas vu du tout, ils t'ont pas vu le faire, ils savent pas, ils ont aucune idée. Et tu rentres avec l'autre, tu dis, wow, il a fait ça. Et du coup, il t'explique comment il a fait. Des fois, ça a pris plusieurs jours, fallait faire sécher, tout ça. Enfin bref, on était quand même tous d'accord là-dessus. Donc, bah écoutez, c'est cool. On va parler maintenant, celle qui avait été bannie tout à l'heure, elle nous avait parlé de la restauration. Tu vas pouvoir remettre ton commentaire parce qu'on a parlé de la restauration. Alice Nekou, est-ce que les Français sont fainéants et ne veulent plus travailler en restauration du tout, du tout, du tout? Plus de 350 000 postes à pourvoir. Est-ce que c'est la faute des Français qui ne veulent plus aller travailler? Autre sujet. Je reviens. À tout de suite. Petite pub et à toutes. Welcome back, de retour. Vite fait, je réagis parce que là je suis obligé. Il y a Aksubu qui dit, je te jure, les parents d'aujourd'hui s'appuient trop sur les nounous et les instits. Il y a Taiji et il y a Aksubu toujours qui dit, quand le papa est petit, c'est à l'enfant de faire des cadeaux, pas à la nounou. Il y a Taiji qui dit, ouais, du coup, les papas pourraient se bouger les fesses pour faire un cadeau à la maman de leur enfant. Alors là, je vais vous dire une chose, vraiment. Là, je m'adresse à tous les profs. Vous savez que moi, moi, je suis un amoureux des profs, hein, je vous soutiendrai toujours. Je suis fils de prof, ma femme, elle est fille de prof, je veux dire, voilà. Moi, les profs, pour moi, c'est le métier le plus difficile du monde. Parce que vous êtes confronté à de très mauvais parents, à la violence, et des enfants. Voilà. On va pas refaire le débat sur les profs. Mais par contre, j'ai l'impression clairement, Aksubu, ce que tu dis là, moi, ça me désole énormément. Euh, L'école n'a pas un rôle, n'a pas le rôle d'éduquer nos enfants. Ok, ça c'est aux parents de le faire. L'école doit instruire nos enfants, mais doit aussi les divertir, ne l'oublions pas. Et là, pour ce sujet bien précis des cadeaux, de fêtes des mères, des pères, des parents, de ce que tu veux, je suis désolé, que ça soit les nounous ou que ça soit l'école, je ne vois pas en quoi vous ne pouvez pas faire un cadeau. Je ne vois pas. En quoi vous. Je ne vois pas pourquoi tu dis c'est aux parents
C'est au papa de faire les cadeaux pour la fête des mères et c'est à la maman de faire les cadeaux pour la fête des pères. Bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que l'école fait des cadeaux que le papa va se dire oh, c'est bon, je vais rien faire. Je vais rien faire pour la maman, c'est bon, l'école s'en occupe. Mais pas du tout. Pas du tout. Bien évidemment que les papas font quelque chose, bien évidemment que les mamans font quelque chose. Mais je suis désolé, j'ai l'impression que maintenant les profs, ils sont bien contents qu'il n'y ait plus la fête des mères, plus la fête des pères, parce qu'ils ont pu à se préoccuper de ça. Hein, de plus en plus, on va se retrouver dans des situations non, moi ça me rend triste. Ça me rend triste. Où j'ai l'impression que les profs sont en train de tous de dire que le lien est brisé et continue de se briser entre les parents et les profs, mais à un moment donné, le lien aussi, il peut se renouer un petit peu quand tu fais l'effort de faire un cadeau, tous commun, à tous les parents de la classe. Je suis désolé. Ce lien qui est brisé, il peut se renouer un petit peu. Pourquoi ça serait toujours aux parents de faire un geste comme ça? Pourquoi est-ce que l'école ne pourrait pas aussi faire un geste et aller vers les parents? Je veux dire, le prof, il n'est pas juste là pour dire, je vous propose une réunion de fin de trimestre, une réunion de fin d'année. Non, l'instit, il est là aussi pour discuter avec les parents le matin à l'entrée de la classe, pour prendre le temps de discuter avec les parents à 16h à la sortie des écoles si l'enfant a envie de discuter. Il y a des profs, tu ne peux plus rien faire avec eux. Il faut que tu prennes des rendez-vous, etc. Non, à un moment donné, le prof, il peut aussi faire des cadeaux. Hein, il a le droit aussi d'être humain et de considérer que en face de lui, il a un être humain, que c'est pas juste un gros con. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de profs qui veulent se détacher et se dire moi, le moins de relations que j'ai avec les parents, le mieux je me porte. Non, c'est pas ça le métier. C'est pas ça le métier. Les assistantes maternelles, c'est pareil. Vraiment. Euh, tu, 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 les parents, c'est certes tes parents employeurs, mais je suis désolé, ça fait très plaisir quand tu reçois une carte pour la fête des mères que le nounou elle a fait et qu'elle a traficoté avec ton bébé, quoi. Ça te fait très plaisir parce que je dis, ah purée, elle, elle a une petite, elle a eu une pensée pour moi. Moi, j'aime bien sentir que les profs aient des pensées pour moi. J'ai pas envie que le prof soit 100% centré sur mon enfant. J'ai aussi envie qu'il me considère moi. Et moi, je suis très content dans l'école, il nous considère. Parce que aussi on est impliqué, hein, on est quand même impliqué, on fait des sorties, on les aide dans plein de choses. Donc c'est un cas à part. Mais à un moment donné, je pense que les profs, vous êtes bien contents quand à Noël ou à la fin de l'année, vous avez vos petits cadeaux. Parce que ça continue de se faire. Hein. Ça, c'est un sujet, j'ai l'impression, mais pas tabou, mais ça continue de se faire dans plein d'écoles. Hein. Les parents qui viennent, qui vous ont, je sais pas moi, qui vous offrent des chocolats, des fleurs, etc. Ça se fait encore dans plein d'écoles. Pour Noël, pour la fin d'année, moi je peux vous dire que le nombre de cadeaux que dans la première école des Nénas à Perpignan, la maîtresse elle avait v'là de cadeaux pour Noël. Par contre pour la fête des mères et pour la fête des pères, rien. Donc à un moment donné, on peut juste être tous d'accord pour dire que ce lien qui est brisé, il faut qu'il se refasse, mais dans les deux sens. Et juste ce plaisir d'offrir, cette pensée. Quand ton assistante maternelle, elle offre un cadeau, je te jure, c'est juste... Les parents, ils sont là, ils reçoivent le cadeau, ils disent, putain, mais ouais, elle a pensé à moi. Elle s'est dit, je vais faire cette petite activité pendant 20 minutes avec mon bébé, et elle m'a offert. C'est tout, ça suffit, point barre. Et t'as égayé la journée des gens. C'est tout. Voilà. Alors, certes, c'est aux parents d'éduquer, nous dit Choupiflou, mais certains enfants passent plus de temps avec leurs profs qu'avec leurs parents. Donc le professeur a forcément aussi un rôle d'éducation, en plus du rôle d'instruction. Ouais, oui et non, mais là c'est même pas le sujet. Là, c'est juste le sujet de, à un moment donné, juste de faire plaisir. Dire, les profs, vous avez aussi le droit de faire plaisir aux parents. Je vois pas en quoi c'est quelque chose qui devrait pas se faire, en fait. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à comprendre. Vraiment. Il y a Taïtiju qui dit bah écoute, moi c'est l'inverse, j'ai toujours fait plein de cadeaux pour les fêtes des mères et des pères et j'ai jamais eu aucun cadeau de fin d'année. Ah bah écoute, après, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bon, après, qu'est-ce que tu veux dire? euh...
Il y a Malena Nalé qui dit, moi je suis asthmate et j'ai souvent fait des cadeaux. Mais après, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Tu dis, en ce moment j'ai un bébé de 6 mois, bah j'ai pas fait de cadeau parce que j'ai pas le droit de prendre de photos. Bah, Malena, ma femme Juliana, elle est assistante maternelle, elle a fait un cadeau, elle a un bébé de 6 mois, elle a pris les pieds du bébé, tu l'as vu peut-être dans les vlogs, elle a pris les pieds du bébé et elle a fait les empreintes de bébé en peinture, et voilà, ça se fait très bien. Et tu peux aussi prendre des photos du bébé et les coller sur la carte, pourquoi pas, tout simplement, voilà. Même si t'as pas le droit de prendre de photos, t'as pas le droit de prendre de photos dans le sens où t'as pas le droit de prendre de photos pour, je sais pas moi, pour le mettre sur tes réseaux sociaux, mais tu vas prendre des photos du bébé pour envoyer aux parents quand même. Enfin, je pense que les parents ils t'ont pas dit interdiction de prendre mon bébé en photo. T'as quand même le droit de le prendre en photo, le bébé, pour montrer aux parents ce qu'il fait. Enfin, enfin, je veux dire, toutes les assistantes maternelles font ça. Si t'as des parents qui t'ont interdit de faire ça, ils sont un peu bizarres quand même. Alors, il y a Lolita qui dit: Je pense que Atsubu et Taitiju relèvent le malaise grandissant avec les parents de nouvelle génération qui sont en effet méprisants ou délèguent tous les rôles aux profs. Mais c'est peut-être pas une majorité. Mais Lolita, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Exactement, t'as raison. Elle soulève un bon point, Atsubu et Taitiju. Mais à un moment donné, il faut aussi, voilà. Euh, hein, Enfin voilà, moi ça me rend triste. On vit dans un monde où maintenant on veut plus faire plaisir aux gens, où on part du principe que les parents sont juste là pour déposer les enfants à l'école et pour les récupérer. Ça devient de plus en plus informel, impersonnel, et ça me rend vraiment triste. Il n'y a plus de relations. Et pour moi, la fête des mères et la fête des pères, c'était ça. Ça permettait ça. Tout comme les fêtes d'école, les kermesses, tout ça. Il y en a de moins en moins dans les écoles. T'as l'impression que vraiment, l'école veut s'enfermer sur elle-même. Euh, Moi, ça me rend triste. Allez, on arrête. Est-ce que les Français sont devenus feignants? Donc, quel est votre avis là-dessus? J'ai déjà ouvert ma fiche, pourquoi je l'ouvre encore une fois, n'importe quoi. Euh, Tac, 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 tac. Donc, il y a Alain Fontaine, qui est le président de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui a dit qu'il manquait plus de 360 000 personnes dans les établissements de restauration, en cuisine ou en service, etc. Face à cette pénurie de main-d'œuvre, à l'approche de l'été, encore plus, hein, ils ont encore plus besoin de monde à l'approche de l'été. Ils ont encore plus besoin de main-d'œuvre, voilà, parce que l'activité a repris, etc. Il y a des gens qui ont changé de branche professionnelle parce que, à cause du Covid, les restaurants ayant fermé, il y en a qui se sont reconvertis, qui ont arrêté de travailler en restauration, qui sont passés dans d'autres domaines d'activité, qui ont changé totalement de vie, donc il faut regonfler les effectifs. Il y a de plus en plus de touristes qui reviennent. Bref, voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce qu'on va avoir cet été, mais on risque d'avoir dans l'été, voilà, un gros manque de personnel. Alors certes, il y a toujours des étudiants dans les CFA, dans les lycées hôteliers, tout ça, ça va sortir. Ça va sortir là, fin juin, début juillet, ça va sortir des lycées et ça va pouvoir commencer à bosser dans la vie active. Mais il en manquera toujours. Il en manquera toujours et c'est plus de 300 000, 360 000. Et donc ce chef-là, c'est un chef de cuisine, je ne sais pas si c'est un grand chef, mais bon, il est président de l'association française des maîtres restaurateurs, donc bon, maître restaurateur. Lui, il propose qu'on ouvre les métiers de la restauration aux gens issus de l'immigration. J'assume ce que je dis. Tout le monde devrait pouvoir frapper à la porte des hôtels et des restaurants. Il faut ouvrir la porte à tout le monde et également aux gens issus de l'immigration. À Londres, vous êtes rarement servi par des Anglais, vous êtes très souvent servi par une personne issue de l'immigration. Tac, 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 tac. Et il parle aussi des gens qui sont en échec scolaire ou en rupture familiale, sociale, etc. Il faut aussi pouvoir les inclure dans nos métiers. Sous-entendu, peut-être ouvrir ces métiers-là à moins de diplômes. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là-dedans. Et quand il parle de l'immigration, voilà, il ne parle pas de... quant aux personnes issues de l'immigration, il ne dit pas qu'il faut aller chercher des gens à l'étranger, comme ça se fait notamment en agriculture, où on va chercher, hein, vous le savez, hein, c'est très souvent dans nos champs, c'est des Européens d'Europe de l'Est qui viennent travailler dans nos champs, les Hongrois, les Polonais,
les Turcs, il y a aussi des Portugais, des Espagnols qui viennent travailler dans le champ, mais eux, ils sont plus de ce côté-là de la France, et l'Europe de l'Est va venir bien évidemment de l'autre côté. Donc lui, il pense pas vraiment à ça. Lui, quand il parle d'immigration, il dit, voilà, je pense aux immigrés qui sont chez nous, qui ont besoin de travailler. Alors, je sais pas s'il parle des gens qui sont avec ou sans papier, c'est pas très clair. Mais voilà, selon lui, les Français n'ont peut-être pas tous envie de travailler en restauration. Est-ce que les Français sont des fainéants? Je vous pose la question. Et je vais même vous mettre un petit sondage. Voilà. Sachant, je vous redonne vite fait mon parcours. J'ai fait 5 ans d'études. Alors, est-ce que les Français sont fainéants? Fainéants. Ah my god. Je vous mets juste ça, mais vous avez bien compris qu'on parle là de la restauration. On peut aussi inclure l'agriculture, parce qu'il y a très peu de Français qui travaillent dans les champs, au moment les plus compliqués, que sont notamment les récoltes. Alors, je vous mets oui, non. Hein, ce que selon vous, les Français sont fainéants et veulent travailler de moins en moins dans les métiers compliqués, physiques. La restauration et l'agriculture. Voilà. Je n'inclus pas le BTP parce que j'ai pas fait vraiment de recherche sur le BTP, mais je pense qu'on pourrait aussi inclure le BTP, quoique non. Dans le BTP, c'est un cas un peu compliqué. Alors, j'ai cru comprendre, nous dit Malena, que les salaires sont pas mal en restauration à cause du manque de personnel, justement. Et j'ai vu un reportage qui disait que beaucoup de lycéens en bac pro cuisine et services sont embauchés avant même d'être diplômés. Exactement, Malena, tu as très bien vu. Et sache, pour connaître parfaitement ce milieu, que maintenant, si tu as juste un bac pro cuisine, hein, ça fait pas de toi un grand chef cuisinier, Alain Ducasse, tout ça. Tu as juste un bac pro cuisine, tu sors de ton lycée, tu peux être embauché dans un restaurant de plage dans le sud de la France et être rémunéré plus de 2000 € net par mois en étant logé, nourri, blanchi. Parce que dans les bars de plage, t'es logé, c'est des petits bungalows, t'es pas logé grand luxe, hein. Voilà, t'es logé, mais t'es logé au bord de la plage, etc. T'es logé dans ton restaurant, entre guillemets. 2000 € net par mois en sortant du lycée. Et tu vas être, entre guillemets, chef de cuisine, plus ou moins, ou seconde cuisine, etc. Vraiment, ça se voit de plus en plus. À tous ceux qui pensent, nous dit Lolita, que les Français sont fainéants, je leur conseille d'aller faire juste une saison en hôtellerie-restauration, on verra s'ils pensent toujours que c'est de la fainéantise. Et bien justement, Lolita, pour avoir fait énormément de saisons en hôtellerie-restauration, moi je te le dis, et je vais voter tout de suite, oui, les Français sont fainéants, parce que oui, la restauration est un métier très, très physique, et justement, parce que c'est un métier physique, comme l'agriculture, aller récolter dans les champs, etc., pourquoi est-ce que les Français le font plus? Parce que pour moi, les Français sont fainéants. Et je m'inclus dedans. Moi, j'ai arrêté de travailler en restauration parce que c'est trop physique. C'est trop physique. Pas parce que c'est pas assez payé, mais parce que je peux faire un métier où je vais être payé pareil et je vais moins galérer. Je suis désolé. Ensuite, je suis allé en grande distribution. La grande distribution, tu compares la grande distribution à la restauration, tu fais 2 fois moins d'efforts. Ah, tu mets les produits en rayon, etc., machin, ok. C'est pas un métier non plus où tu es assis toute la journée. Mais la restauration, j'ai arrêté parce que tu termines des fois à 1h du matin, tu as les pieds, tu les sens plus de la fin de la journée, tu es mort, tu pues la transpiration, tu pues comme un porc, tu manges en 20 minutes le midi, en 20 minutes le soir, tu as des horaires de coupure. La restauration, c'est un métier de passionné. Il faut aimer l'hôtellerie, il faut aimer la restauration. Et moi, j'ai aimé l'hôtellerie pendant des années, j'en ai fait mes études. Bac plus 5, j'ai un master de management hôtelier, moi. J'ai fréquenté des très beaux établissements, des 5 étoiles, des trucs de luxe. J'ai fait tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, je les ai tous faits. J'ai changé les draps dans les chambres, le housekeeping, j'ai fait du housekeeping, j'ai fait du banquet, j'ai fait du séminaire, j'ai fait de la restauration, du petit-déj, du midi, du soir, du nouvel an, du Noël, du cocktail, du bar, j'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait. Je t'ai fait des cocktails, de l'orange pressé, des expressos, tout ce qu'il fait. Des serviceaux, voilà. J'ai préparé des tartares, j'ai coupé de la viande devant le client, j'ai servi le vin.
vraiment grand luxe, hein. Moi, j'ai servi le vin avec le truc là, machin, etc. Tous les codes de l'hôtellerie de luxe, je les ai tous faits. Rasé de près, cravate au carré, top du top. Mais j'ai arrêté parce que j'avais pas cette passion-là, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas suffisamment cette passion du métier pour continuer. Parce que c'est un métier qui est super exigeant. Donc oui, je l'assume. J'ai arrêté parce que j'étais trop fainéant. C'est pas un métier qui est fait pour moi. Tout comme l'agriculture n'est pas un métier qui est fait pour moi, sauf si je fais mon agriculture personnelle à moi là, à petite échelle. Oui là je pourrais être agriculteur perso, tu vois, ça je pourrais le faire. Je veux dire, je suis pas un fainéant. Mais je pourrais passer ma journée entière à tondre la pelouse, à ramasser des trucs, etc. Mais la restauration, c'était trop pour moi. Les horaires étaient trop compliqués, l'amplitude horaire est infernale, les coupures, je rentrais chez moi l'après-midi, je faisais la sieste. Je veux dire, non, c'est pas une vie pour moi. C'est pas une vie pour moi. Tu peux faire des métiers moins prenants en termes de temps et en termes d'énergie et être payé pareil. Bah, mon choix, il a été vite fait. Hein. J'ai très vite changé de vie, hein, je peux te dire. Hein. Dali nous dit, je pense que la restauration est un secteur trop difficile, horaire décalé pour les mères de famille, maman solo. On est d'accord. Euh, Célia nous dit, je pense que ça rejoint un peu ce dont on parlait mardi. Les gens préfèrent maintenant mieux vivre que de se crever au travail. Exactement. Lolita nous dit, embaucher des immigrés, c'est vraiment mettre sous le tapis le vrai problème, et tant que c'est sous-payé, il faut augmenter les salaires. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pas sous-payé la restauration, c'est très bien payé, et encore mieux maintenant. Non, Lolita, c'est très bien payé la restauration, très très bien payé. Moi, je peux te dire, après, il faut choisir les bons établissements aussi. Il faut choisir les bons établissements. Mais voilà, moi j'étais très bien payé. Des fois, on m'appelait la veille pour le lendemain, je faisais des extras. J'étais payé plus. J'étais payé plus quand c'était des extras. J'étais payé plus quand je commençais à 6 heures du matin. Voilà, j'étais payé plus quand on dépassait 23 heures parce que tu avais les horaires de nuit, etc. Bien évidemment, moi quand j'étais jeune, je travaillais. Dès qu'on me proposait de travailler le dimanche, jour férié, je sautais sur l'occasion. C'est absolument pas sous-payé la restauration. Pas du tout. Pas du tout. Et même quand j'étais en restauration collective, donc j'étais en CDI en restauration collective, très compliqué encore ça aussi, parce qu'après avoir fait l'hôtellerie et de la restauration classique, je me suis dit tiens je vais faire la restauration collective. Cafétéria, une galère. Pas pour moi, parce que j'étais manager aussi, donc c'était plus compliqué. Mais j'étais très bien payé, j'avais les 13e mois Lolita, j'avais plein d'avantages, du salariat, non. Non, c'est pas sous-payé, pas du tout. Moi je pense juste que c'est clairement question de volonté. Voilà. Moi, je l'ai pas eu. Je me mets dans le tas, Lolita. Voilà. Et je peux te dire que quand je travaillais en hôtellerie, les gens, souvent, ils sont tout le temps là à dire que c'est sous-payé, la restauration, tout ça. C'est faux. J'ai travaillé à un moment donné dans un hôtel, je me rappelle très bien. Je faisais les petits déjeuners et j'étais aussi bagagiste. Donc, je montais les bagages des gens dans les chambres. Il n'y avait même pas d'ascenseur en plus. Donc, j'avais 2 étages à monter. Je peux te dire que je me faisais des pourboires. Lolita, les gens, ils me sortaient des billets de 20 euros, de 50 euros. À la fin de la journée, des fois, j'avais 200 euros dans ma poche. En une journée. La restauration n'est pas un métier sous-payé. Va dire à tous les gens qui sont saisonniers, est-ce qu'ils trouvent que leur métier est sous-payé? Mais ils vont te dire pas du tout. Et c'est ça que je trouve bizarre. C'est que c'est un métier où tu peux te faire des couilles en or. Des couilles en or. Faut juste bien choisir où tu vas travailler, bien évidemment. Mais tu peux te faire des couilles en or. Tu te fais une saison d'été, peu importe dans quel restaurant dans le sud de la France. Clairement, si tu choisis le bon établissement, tu peux te faire des couilles en or. Clairement. Ensuite, tu reproduis le même schéma en hiver. Tu fais les saisons d'hiver pendant 3 mois. C'est pareil. Hôtellerie, restauration, il y en a qui font ça toute leur vie parce qu'ils ont aussi la passion du métier. Ils adorent ça, il faut dire ce qui est. Les serveurs qui font ça toute leur vie, moi j'en ai parlé quand j'étais dans mes années d'études, ils adorent ça. Ils adorent servir les gens, faire découvrir aux gens des saveurs, des vins, etc. Ils adorent ça. Faire des cocktails. Ils adorent ce métier-là. L'hôtellerie, c'est un métier, si tu n'as pas la passion, tu ne le fais pas. La restauration, l'hôtellerie. Et il y en a, ils font des saisons toute leur vie. À 40 ans, ils sont toujours saisonniers. Parce qu'ils sont très bien payés. Parce que c'est très rentable.
très rentable. T'as pas une vie fixe, hein, t'as pas une vie stable, entre guillemets. Tu vas difficilement pouvoir emprunter peut-être pour acheter ta maison, faire des enfants aussi, peut-être un peu plus difficile, quoique il y en a qui le font, et qui, du coup, déplacent leurs enfants d'une saison à l'autre, un peu comme les gens du voyage. Mais voilà. Mais non, c'est pas sous-payé du tout. Pas du tout. Et je peux te dire que je parle d'une expérience vraiment réelle, parce que l'hôtellerie et la restauration, j'ai continué de la côtoyer encore maintenant là, parce que chaque été, moi je côtoyais des serveurs, parce que nous on était dans le monde du spectacle, donc je peux te dire que non, ils sont très bien. C'est juste que c'est physique. Les horaires sont compliqués, et c'est physique, et c'est intense, mais c'est absolument pas une question de salaire. Pas du tout. Atsubu nous dit les Français ne sont pas fainéants, ils veulent vivre mieux, voir leurs enfants, profiter de leur week-end, etc. C'est ça, exactement comme l'a dit Célia. Et les gens sont à la recherche du mieux vivre maintenant, et donc effectivement, ils se rendent compte que travailler beaucoup, faire des grandes horaires, des grandes amplitudes horaires, c'est peut-être quelque chose que tu peux faire quand tu es jeune, mais très vite, tu abandonnes. Et on se rend compte aussi que maintenant même les jeunes ne veulent plus faire ce type de métier-là, parce que ils se rendent compte que maintenant tu peux gagner de l'argent via les réseaux sociaux, notamment par exemple. Mais tout simplement, il y a plein de jeunes qui se disent mais pourquoi je veux m'embêter à faire serveur ou aller travailler dans les champs. Voilà. Si je m'en sors bien, je peux gagner de l'argent via les réseaux sociaux. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, il y a de plus en plus de difficultés à recruter en restauration. Taïtiju qui dit c'est pas parce que tu choisis un métier plus confortable que tu es fainéant. Tu es fainéant pour ce métier en question. Moi je suis désolé, Julien. Ah si, moi je l'assume. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était physiquement trop compliqué pour moi. Donc j'ai préféré quelque chose de moins physique. Donc si, je suis désolé. Je considère que je suis fainéant juste sur ce sujet-là de la restauration. Je considère que ce n'est pas un métier fait pour moi, parce que métier qui est trop exigeant, et moi je suis trop fainéant pour répondre aux exigences de ce métier. Et je pense que c'est le cas de plein de gens qui disent la restauration c'est pas fait pour moi, je vais pas pouvoir suivre. Voilà, tout simplement. Et il y a Laura qui dit au niveau des infirmières aussi, on galère à recruter. La différence avec les anciennes, elle nous met entre guillemets, c'est pas qu'on est fainéante, mais on est plus ok pour tout sacrifier, accepter pour notre boulot. Et on change aussi plus facilement de branche quand ça va plus. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est ça, t'as raison Laura, c'est que maintenant notre génération en fait, c'est ça, on en revient aux mêmes choses. On cherche ce mieux vivre, et effectivement on n'est plus dans ce délire de tout sacrifier pour le boulot. Et la restauration étant un métier exigeant, il séduit de moins en moins de gens. Comme l'agriculture à l'époque, les gens se s'en sont désintéressés. Maintenant il y a de moins en moins de gens qui vont travailler dans les champs pour récolter les pêches, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça en revient au sujet de mardi, nous dit Marie. Effectivement, c'est en lien. Donc oui, les Français sont fainéants, pour Marie. Il y a Lolita qui dit j'ai travaillé 10 ans en restauration, nombre d'heures invivables, problème de dos, sous-poids, horaire coupé, le tout payé au lance-pierre. Donc ça va quand t'es jeune, mais au bout d'un moment, non merci, j'arrête. Si c'était mieux valorisé, faut pas se mentir, ça motiverait plus. Tu saurais pourquoi tu trimes. Alors déjà, t'as fait 10 ans payé au lance-pierre, c'est beaucoup Lolita. Parce que je sais pas dans quel métier, dans quel truc t'étais, mais j'ai envie de te dire, encore une fois, si tu veux qu'on continue sur les salaires, si tu juges que t'es payé au lance-pierre, tu fais de l'intérim. Tu seras pas payé au lance-pierre. Hein. Tous les serveurs qui font de l'intérim, ils sont très bien payés. Très très bien payés. Si tu veux bien gagner ta vie en travaillant dans la restauration, tu peux faire de l'intérim ou tu fais des saisons. Après, effectivement, si tu fais un CDI dans un restaurant qui ne te respecte pas, qui te paye pas bien, qui ne va pas te payer tes heures sup, parce qu'il y a des restaurants qui ne payent pas les heures sup. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans plein d'établissements, j'étais payé tout le temps. Je finissais à 23h, j'étais payé jusqu'à 23h. Si je finissais à 23h30, j'étais payé à 23h30. On était payé au quart d'heure, nous. Tous les quarts d'heure étaient payés dans tous les établissements que j'ai fait. Tous. Et il y en a un où les heures sup n'étaient pas payées, mais j'étais logé, nourri, blanchi. Donc là,
honnêtement, j'étais pas super exigeant parce que j'étais logé dans l'établissement. Donc ça me posait pas de problème d'être, entre guillemets, exploité. Ça me dérangeait pas du tout de faire 2, 3, 4 heures, 5 heures de plus par semaine. J'en avais rien à faire parce que j'étais logé, nourri, blanchi. J'étais payé... Même, franchement, j'étais payé 1 200 € par mois. J'avais rien qui sortait de ma poche. J'avais des pourboires qui rentraient. À la fin du mois, je pouvais peut-être avoir 300 ou 400 € de pourboires. J'étais refait. Et donc, ça me dérangeait pas du tout qu'ils ne me payent pas mes heures sup. Voilà. Tu vois. Alors, Sophie nous dit, en fait, Babou entend feignant quand il parle de travaux difficiles physiquement. Exactement, mais pour moi, la fainéantise, c'est ça. La fainéantise, c'est dès lors que physiquement, tu ne vas pas vouloir faire quelque chose parce que tu considères que c'est trop compliqué, tu es feignant. Et moi, je suis feignant dans certaines situations, mais on l'est tous. Il faut à un moment donné qu'on le dise. On est tous feignants dans certaines situations. Des fois, on a la flemme d'aller faire les courses parce qu'on a la flemme de prendre sa voiture, de conduire, d'y aller, de prendre le temps, de pousser le chariot. C'est chiant, faut porter les packs, des machins, là, t'as le soleil, il fait chaud. T'as la flemme. Voilà. C'est comme ça. T'as la flemme de faire ton sport. Il y a des gens, ils ont la flemme d'aller tondre le jardin. Et c'est pour ça qu'on est feignant dans certaines situations. Moi, j'ai jamais la flemme d'aller m'occuper de mon jardin. Pourtant, c'est très physique. Couper du bois, passer la tondeuse, la débroussailleuse. C'est très, très dur. Mais, je vous le dis honnêtement, je pourrais faire le métier de paysagiste. Alors que c'est un métier qui est très dur. Mais voilà, le métier de la restauration, je l'ai jugé, moi, trop difficile, exigeant pour moi physiquement. Donc oui, je suis trop feignant pour travailler en restauration. Voilà. Mais pour d'autres types de métiers, je vais pas avoir cette feignantise. Je suis juste feignant. L'agriculture, c'est pareil. J'ai déjà travaillé dans les champs, ramasser des artichauts, je sais pas quoi. Je l'ai fait 3 semaines, ça m'a saoulé. C'est impossible. Voilà. Lolita qui dit tout n'est pas aussi clean et réglo que tu dépeins, malheureusement, nous dit Lolita en restauration. Ben, Lolita, mais je vais te dire tout ce que je dis à chaque fois dans mes lives. Si tu n'es pas content de la situation dans laquelle tu es, tu changes ta situation. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, il faut aussi apprendre à accepter aussi les avantages qu'on a. Je te redonne l'exemple où moi j'avais un établissement qui ne me payait pas mes heures sup, mais j'étais logé, nourri, blanchi, j'avais des pourboires. Voilà, ça me suffisait. Et j'étais dans un très beau cadre. C'était un très bel établissement hôtelier. J'étais logé dans une petite chambre pourrie, mais j'avais un beau cadre. Mon jardin était magnifique. C'est le jardin de l'hôtel. Quand j'étais en jour de repos, j'avais le droit de me balader dans le parc de l'hôtel, etc. Je pouvais utiliser le Wi-Fi de l'hôtel. Mes heures sup, par contre, elles n'étaient pas payées. Mais ça ne me dérangeait pas d'en faire 4 ou 5 de plus par semaine. Ça ne me dérangeait pas. Voilà. Des fois, je devais finir à 22 h, on finissait à 23 h 30. Mais je m'en fiche, tant pis, c'est pas grave. Mon salaire, il était fixe, au SMIC, 1 200 € net. Ça me dérangeait pas du tout. 1 200 €, c'est un salaire qui est très bien. J'étais logé, nourri, blanchi. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Par contre, si tu es payé au SMIC et que effectivement tu n'as aucun autre avantage et que la situation ne te convient pas, tu changes ta situation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dali qui dit c'est vrai qu'il y a des bons salaires en général en restauration. Mais oui, mais c'est ça, Dali, que moi je peux te dire, j'ai côtoyé tellement de saisonniers, mais je ne vais pas vous redonner l'exemple de ce chef de cuisine qui était payé à 2 000 €, mais il y a même, je vais vous donner un autre exemple, les animateurs dans les campings, ou même les chefs de cuisine dans les restaurants de plage, ou même les serveurs, il y en a certains, ils étaient débauchés. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres restaurants qui allaient les voir en leur disant « Viens travailler chez moi ». C'est pas sous-payé la restauration. Par contre, c'est exigeant. Tu peux commencer très tôt le matin. Voilà. Et en fait, quand tu es saisonnier, ton travail, il te prend énormément de temps. Mais tout l'argent que tu gagnes, tu ne le sors pas. Tu ne le sors pas. Tu vois? Voilà. Tu as dit toi-même, nous dit Lolita, avoir quitté la restauration car tu voulais un taf mieux payé en faisant moins. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai jamais cherché un taf mieux payé. J'ai jamais dit ça, Lolita. J'ai dit, j'ai quitté la restauration pour aller travailler dans un secteur où je faisais moins d'efforts physiques. Mais j'ai jamais demandé à être mieux payé, moi. Moi, j'ai toujours été payé au SMIC toute ma vie. À part une fois pendant 2 ans où j'ai été payé 1550 € net.
pendant 2 ans quand j'étais manager. Sinon, tous mes autres métiers, restauration, hôtellerie, grande distribution, agriculture et intermittent du spectacle maintenant, j'ai toujours été payé au SMIC. Mes salaires, c'est 1 200 euros. Ça a toujours été ça. J'ai jamais été payé plus. Jamais. Et j'ai pas besoin de plus. Il y a Alice qui dit, moi je travaille depuis 7 mois dans la restauration rapide. J'ai hâte de changer de métier. Marre d'être payé une misère. Alice, alors moi je connais pas les fast-food, donc je peux pas parler des fast-food. Mais encore une fois, Alice, t'es payé au SMIC normalement. Et normalement, donc le SMIC horaire, voilà. Et normalement, si tu travailles dans un fast-food, donc tu travailles normalement dans une grande chaîne, donc je pense que tu dois avoir pas mal d'avantages. Après, je me trompe peut-être, mais je pense que si tu travailles à McDo ou à Burger King, tu dois avoir quand même les avantages des salariés qui travaillent là-bas. Parce que ces grandes entreprises-là, justement, pour recruter, pour faire venir des gens, ils offrent quand même, ils proposent quand même pas mal d'avantages. Donc tu me dis Alice si je me trompe, mais je pense que tu peux accéder à beaucoup d'avantages. Et c'est le gros problème des Français dès lors qu'on parle de salaire, c'est qu'ils ne voient que le salaire, ils ne voient pas le reste. Le reste aussi est très important. Est-ce que tu as une mutuelle? Est-ce que tu as un 13e mois? Un 14e mois même pour certains. Voilà. Est-ce que tu as des primes? Moi, quand j'étais en grande distribution à Auchan, j'avais des primes. Je demandais pas d'avoir de primes, moi. Et les mecs qui travaillaient à Auchan en grande distribution se plaignaient encore. Alors que eux, ils n'étaient pas payés au SMIC, ils étaient payés plus que ça parce que c'est leur ancienneté. Ils avaient un 13e mois que moi je n'avais pas parce que j'étais en CDD. Ils avaient des primes plus importantes que moi. Et ils se plaignaient encore. Alors, je n'ai pas d'avantage car c'est un franchisé. J'ai juste les menus à 2,25€ sur ma fiche de paye. Donc tu as... Oui, d'accord, ok. Oui, alors si c'est un franchisé, c'est vrai que c'est pas le meilleur plan. C'est vrai que je vous déconseille souvent de travailler chez les franchisés. Parce que les franchisés, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais même quand c'est un franchisé, tu as quand même certains avantages du groupe. Tu vois. Mais voilà. Après, c'est vrai que les franchisés, c'est pas le meilleur plan. Franchement, de travailler, j'ai déjà côtoyé failli travailler pour un franchisé, c'est vrai que c'est pas terrible. Parce qu'ils font un peu à leur sauce. Donc voilà. Si tu peux quitter le franchisé et puis aller travailler dans un McDo ou dans un magasin intégré, vraiment, c'est mieux. Les franchisés, c'est un peu voilà. Donc c'est vrai que c'est pas... Là, je peux comprendre. Moi, j'ai jamais trop aimé travailler pour... J'ai jamais trop aimé, en fait, travailler pour des particuliers, en fait. Moi, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Tu as beaucoup, beaucoup plus d'avantages. Et même dans les grands groupes, des fois, ils ne payent pas les heures sup, etc. Mais tu as plus d'avantages. Quand tu travailles pour un franchisé, faut faire attention. Voilà. Mais il n'empêche que les bars de plage du sud de la France, je reviens là-dessus, là, c'est des gens qui sont indépendants, c'est leur bise à eux. C'est un peu des mafieux, des fois, c'est un peu bizarre. Mais n'empêche qu'ils te payent très bien, hein. Des fois, tu as une partie payée au black, etc. Mais ils te payent très bien, hein. Dans les restaurants de plage, si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez travailler, faites des saisons dans le sud de la France, vous aurez énormément d'avantages. Voilà. Donc, est-ce que les Français sont des fainéants ou pas? Est-ce que selon vous, il faudrait qu'on ouvre du coup les postes aux immigrés? Est-ce que selon vous, la restauration devrait pouvoir permettre... Je sais qu'il y a des gens qui sont sans papier, on le voit des fois dans l'information, qui sont donc qui sont migrants, pas encore naturalisés, qui ont juste des cartes de séjour là, qui travaillent en boulangerie souvent, ça se voit en boulangerie, en cuisine, etc. Et là, ce chef de cuisine aimerait qu'on l'ouvre beaucoup plus, et donc qu'il y ait beaucoup plus d'immigrés qui puissent travailler en restauration, donc au service et en cuisine. Moi, je vois absolument pas le problème, et je vois pas en fait pourquoi ça a fait débat. Moi, je m'en fiche un peu que ça soit un Afghan ou un Portugais ou un Français qui me serve au restaurant. De toute façon, je m'en fous parce que je vais pas au restaurant. Pour avoir côtoyé le milieu de près, j'aime pas aller au restaurant. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Mais je vois pas le problème en fait. Tout comme je vois pas le problème qu'il y ait des Hongrois et des Polonais qui viennent travailler dans les champs. Voilà, je vois pas le problème. Voilà. Après,
Après, je sais que ça fait débat, je sais que bah, y a toujours des gens qui vont dire bah non, parce que si on commence à employer des Afghans, etc., du coup, ça va être la porte ouverte à ce qu'il y ait plus d'immigrés, parce que les immigrés vont dire ah ben je vais pouvoir travailler en France. Parce que pourquoi est-ce que les immigrés veulent travailler, veulent tous aller en Angleterre? C'est parce qu'en Angleterre, ils ont plus de travail plus facilement. Les migrants, les immigrés en Angleterre, ils ont plus facilement du boulot. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu le rêve de tous les migrants de passer par l'Europe pour aller rejoindre l'Angleterre. Ils veulent tous rejoindre l'Angleterre et des fois un peu l'Allemagne, quoi qu'il y en a qui veulent aussi rester en France. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et donc il y en a qui se disent si on ouvre trop les métiers, de métiers aux migrants, bah, ce sera la porte ouverte pour qu'il y en ait de plus en plus qui viennent venir en France. Et il y en a aussi qui disent, le côté inverse, qui disent si on ouvre trop de métiers aux migrants, donc le côté inverse, vous avez compris que là je parlais plus de ceux qui étaient à droite, et là je vais parler de plus que de ceux qui sont à gauche, sur l'échiquier politique. Ceux qui votent plus à gauche vont dire ah, mais si on ouvre les métiers aux migrants, attention, il faut les payer comme les Français. Parce que là, sinon, ça va être la porte ouverte à je paye les gens comme des sous-merdes, sous prétexte qu'ils n'ont pas accès aux droits français ou aux mêmes législations, etc. Voilà. C'est pour ça qu'en France, voilà. Y a Alice qui dit nous on en a des sans-papiers qui ils nettoient le restaurant la nuit et ils font la plonge aussi dans le resto. Voilà, c'est ça. Enfin, en gros, après, je pense que d'ouvrir vraiment légalement les métiers comme ça, faut que ce soit vraiment bien légalement encadré, et qu'effectivement, quelqu'un qui est sans papier, qui a juste mince, c'est pas la carte de séjour, c'est quoi le droit d'asile, voilà. Il y a droit d'asile, et après, il y a carte de séjour, c'est autre chose. Mais bref, je pense que si on le... C'est justement dans leur intérêt, je pense, dès qu'ils ont, disons, le droit d'asile et qu'ils sont sur le sol, je pense que c'est dans leur intérêt de leur ouvrir ces métiers-là. Parce que c'est des métiers qui sont boudés par les Français, selon moi, parce que les Français sont fainéants, une partie. C'est pour ça que les Français boudent la restauration, parce que c'est exigeant. Et que les immigrés, je pense pas qu'ils vont bouder la restauration. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Voilà. Les gens qui viennent d'un pays plus difficile que le nôtre, ils vont être moins fainéants que nous. C'est pour ça que dans les champs, il y a de moins en moins de Français. C'est comme ça, faut le dire. C'est pas... Faut arrêter d'être tabou de dire les choses. Voilà. Et donc, ça leur permettrait, je pense, socialement, de s'intégrer un peu mieux. Voilà. Et ça permettrait aux restaurateurs de trouver enfin de la main-d'œuvre. Voilà. Donc je vois pas en fait pourquoi certains disent non, voilà. Et Alice qui dit ils essaient de draguer toutes les salariés pour choper les papiers. Pourquoi pas après? Bah oui, comme ça après tu peux te mettre en couple avec un Afghan, l'amour sera là, et puis il pourra devenir français, ou du moins avoir vraiment les papiers officiels, etc. Mais voilà. Jus qui dit moi j'ai peur que cette histoire de prendre les immigrés ce soit une excuse pour moins les payer. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est ça, il y en a qui ont peur de ça, effectivement. Et de les exploiter sous couvert qu'ils soient immigrés. Effectivement, non mais c'est ça, il faut que ce soit encadré, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment, que les choses soient bien faites, quoi. Il y a Choupiflou qui dit bah oui, il y aura plus d'immigrés, mais en même temps, si les Français ne veulent pas prendre les postes, on fait quoi? On ferme tous les restaurants. Exactement, Choupiflou. C'est vrai que voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, et que le métier de la restauration restera toujours un métier qui est effectivement exigeant. Il faut que ce soit un métier de passionné. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on forme encore plus nos jeunes, qu'on continue à les former dans les lycées hôteliers, pour qu'ils aient cette passion-là, que pourquoi pas on les pousse à continuer leurs études après, en sortie de lycée hôtelier, d'aller vers les BTS, les licences, les masters, pour qu'ils gagnent encore en maturité intellectuelle aussi, et qui continuent d'avoir cette passion-là pour la transmettre. Ça passe par la formation. Former plus de jeunes, mais si on forme pas assez de jeunes, il faut effectivement à un moment donné autoriser, ouvrir ces métiers-là à tout le monde, quoi. Je vois pas pourquoi ça serait tabou. Et c'est pas grave si la France ressemble à la Grande-Bretagne et que quand on va au restaurant, on est servi par des Indiens. Enfin, moi, j'en ai rien à cirer, tu vois ce que je veux dire. Hein, moi, je m'en fous, quoi. Je m'en fous qu'ils soient iraniens ou irakiens, je m'en fiche. Peu importe, quoi, tu vois, c'est... Voilà. Donc,
je vois pas ce débat qui a fait débat dans plusieurs émissions de télé. Mais bon, hein, on est quand même d'accord pour dire que les Français sont fainéants. Voilà. Bon les amis, je vais vous laisser. Ouais, du coup, je vous ai pas raconté de cette histoire de viol. Mais c'est pas grave, on la gardera pour la semaine prochaine, parce qu'elle va prendre du temps, cette histoire aussi. La semaine prochaine, on va parler donc de Jacques Boutier, le PDG d'Assu 2000, et j'aimerais revenir avec vous la semaine prochaine, si vous me le permettez, sur ce ministre qui a été accusé de viol aussi. C'est Damien Abad. Ok, Damien Abad, ministre, je sais plus, handicap et je ne sais plus quoi. C'est un ministre qui est handicapé d'ailleurs, et qui a une maladie. Donc c'est la première fois qu'on a un ministre physiquement handicapé, je sais pas si vous l'avez vu, Damien Abad. Je sais plus quelle maladie il a, mais il se déplace difficilement, et puis il peut difficilement bouger les bras. Il a une malformation aux 2 bras, je crois. C'est la première fois qu'on a un ministre qui est physiquement handicapé physiquement. C'est la première fois aussi, enfin c'est pas la première fois qu'on a une femme à la tête du gouvernement, mais voilà, j'ai l'impression que là ils ont fait un gouvernement très inclusif, hein, avec hommes, femmes, Elisabeth Borne première ministre, etc. Un ministre handicapé qui se voit, parce qu'il y a des handicaps que tu vois, il y a des handicaps que tu vois pas, mais là ils ont choisi un handicap qui se voit, donc l'impression qu'ils ont voulu vraiment faire un gouvernement très inclusif. J'ai pas fait le gaffe, j'ai pas fait attention s'il y avait des Noirs et des Arabes, et des ministres d'origine asiatique aussi là-dedans. Mais c'est un ministère très... mais c'est bien, mais voilà, certains le critiquent aussi, trop inclusif. Et donc ce ministre-là a été accusé de viol, et il est toujours au gouvernement. Voilà. Mais c'est une histoire assez intéressante, vous allez voir, parce qu'apparemment, il serait physiquement incapable de violer, du fait de son handicap, incapable d'avoir une force physique, une quelconque force physique, et pour autant, il a été accusé de viol par 2 femmes, je crois. Donc on va analyser ça. C'est intéressant. C'est intéressant à voir. Jean-Luc Lahaye, qui est sorti de prison aussi, nous dit Lolita. Ah ouais, Jean-Luc Lahaye est sorti de prison. Ah ouais. Mais il n'y avait pas un reportage sur lui, dernièrement, semaine dernière, je crois. Ah, je vais faire des recherches sur Jean-Luc Lahaye, tiens. Ouais. Je vais faire des recherches. Roulia qui dit, par contre, toutes les semaines, il y a des nouvelles histoires de viol en ce moment. Et justement, Roulia, on va en parler de ça. On va en parler de ça, effectivement, de toutes les affaires qui sortent tout le temps, de plus en plus. On parlera de ça la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires qui sortent, en fait, en ce moment? Il y a des gens qui se posent la question, qui disent toujours « drôle de timing pour faire sortir cette affaire », mais il y a aussi des gens qui disent bah, « en fait, il y a plein d'affaires qui sortent parce que la parole se libère, donc plus les femmes parlent, plus les femmes parlent. » Voilà, t'as toujours ces 2 côtés-là. Il y a toujours des gens qui disent « ouais, mais les femmes, elles parlent, mais c'est toujours des timings bizarres, tu vois, genre le mec, il a été les ministres, il parle. » Et puis t'as un autre qui dit « non, mais la femme, elle parle juste parce que là, elle a osé parler. » Et donc on va essayer de confronter un peu ces 2 écoles-là. Il y a Lolita qui dit il y a eu un débat sur TPMP avec un ami à lui à vomir ses propos. Et ben tu gardes ça pour la semaine prochaine et j'espère que tu seras là, Lolita, parce que effectivement Jean-Luc Lahaye est un personnage très bizarre. Très bizarre. Bizarre, c'est pas adapté, hein. Mais voilà, on en parle la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là sur ce live comme d'habitude. Toujours très nombreux à participer. On a beaucoup parlé de la fête des mères et de la fête des pères, mais voilà, il le fallait, et franchement merci à tous, que l'on soit d'accord ou pas. Moi je vous dis un mardi pour un nouveau live à 10h sur Twitch. Prenez soin de vous, gros bisous, ciao.